Madame, Monsieur, bonjour à tous, bonjour à vous. Merci infiniment de nous retrouver ce matin sur les antennes de Téléquinox ou encore d'Equinox Télévision. C'est un plaisir de partager cette édition de 10-12 avec vous comme la tradition le veut. Merci de vous asseoir confortablement. On a encore pas mal de choses comme à l'accoutumée à nous mettre sous la dent. On souhaiterait ce matin saluer vraiment avec beaucoup de sympathie tous nos millions de téléspectateurs qui nous regardent dans la diaspora. Merci pour la sympathie, merci pour la fidélité, merci pour les rencontres que nous effectuons tous les jours ensemble. Merci d'être là pour être au parfum de l'évolution de l'actualité au Cameroun. Le Cameroun est le nôtre, il est le vôtre également et ensemble on va le construire. Et pour bien le faire, pas mal de contributions dans ce programme comme à l'accoutumée. Allons déjà saluer ce matin Charles Membachou, Bon Bengan, Karine Sontier, Dominique Audrey, Oyengele pour une nouvelle édition. Ensemble unis pour la même cause, nous sommes là pour vous servir. Bonjour Bonbon Bengan et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. J'entends dire la presse relaie que les Nations Unies et beaucoup d'autres organisations internationales voudraient s'ingérer à la crise anglophone. Mais soyons sérieux tout de même. C'est l'Organisation des Nations Unies qui a créé le problème anglophone au Cameroun. Si elle avait voulu le résoudre, elle l'aurait fait. De 59 à aujourd'hui, peu de temps a passé. On ne peut pas faire comme si ce sont les Camerounais qui refusent de résoudre le problème. Ces Nations Unies-là, qui sont embrigadées, je pèse bien mes mots, embrigadées par certains pays qui créent le désordre partout au monde et voudraient donner des leçons aujourd'hui. Mais soyons quand même un tout petit peu sérieux. C'est vrai, pour le cas du Cameroun, nous devons savoir que les autres n'ont que les intérêts. La politique recommande quelquefois, et surtout le plus souvent, qu'il faut avoir l'intelligence des situations. Donc aux Camerounais de savoir jouer leur partition. Mais que les Nations Unies ne viennent pas comme si elles voudraient nous donner des leçons. C'est elle qui a posé ce problème. On sait en même temps que lorsque vous parlez des Nations Unies, Mourmengan, ça remonte quand même à l'avant-crise anglophone, depuis 1916. Oui. Oui, effectivement, lorsqu'il fallait revoir la partie anglophone et francophone du Cameroun, mais surtout rassurer les Camerounais qui devaient rallier le Nigeria et ceux qui devaient rester au Cameroun. Tout est parti de là. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Avec les Allemands, il n'y avait pas de problème. Mais lorsque l'ancêtre de l'ONU est venu, la Société des Nations ont commencé les partitions au gré de leurs intérêts. Et quand le problème se repose dans des années 50, ils font comme s'ils ne connaissaient pas le problème. Et la dernière session a eu lieu du 13 février au 4 mars 1959. Et c'est Kosciusko Morizet, le représentant de la France là-bas, qui a dit « Nous allons donner l'indépendance au seul Cameroun francophone ». Vous voyez, donc c'est quand même très dangereux de dire aujourd'hui que c'est les mêmes. Au lieu qu'une seule résolution aurait pu dire que le Cameroun que nous avons divisé en 2016, nous le réunifions aujourd'hui. C'est terminé. Une simple résolution. Serait-il temps d'appeler nos frères d'expression anglaise, nos Camerounais d'expression anglaise dans la partie, oui, justement dans le Nozon, en leur disant la guerre dans le Nord ne sert à rien parce que c'est pas vous ou encore nous les Camerounais qui seront, ou si vous voulez, à l'origine de la guerre. La guerre a en même temps été pensée par les Nations Unies, le dit Mbambok aujourd'hui, depuis la Société des Nations, si vous voulez, la SDN pour ceux qui l'ont connue. Tout remonte à ce moment précis. Et il va falloir ensemble que nous trouvons des leviers pour vivre ensemble dans la communauté qui a été la nôtre depuis 1960 ou sous le 61. Merci de garder le bon cap. Charles Membachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. En juillet, le Fonds national de l'emploi se prépare à célébrer les 30 ans de son chef, Camille Mouté Abidias, à la tête de cette entreprise. 30 ans, 29 ans, 30 ans. Il paraît là-bas qu'on est en train de préparer à hauteur de beaucoup de millions de francs CFA. Un directeur au Cameroun, prévu pour être en place 9 ans, se retrouve à 30 ans. Pour quel résultat? Dans tous les cas, bon anniversaire, monsieur le directeur. Sacré Charles Membachou. Et on en profite pour dire bien des choses à ceux qui ont été recrutés via le fonds, via cette entreprise. Hein. Et saluer fièrement monsieur Camille Mouté Abidias qui déjà fait 30 ans au Fonds national de l'emploi.
alors qu'on est censé y faire seulement 9 ans. Voilà, ça c'est le Cameroun qui nous plaît. Et on verra ce que ça va donner. Donc, il a un titre foncier, là-bas. Donc, en juillet, ils vont fêter sa 30e. On en rit, mais c'est pas risible. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aussi aux téléspectateurs. L'honorable Kabarlibi hier a posé la question au ministre des Forêts et de la Faune, à savoir où se trouve finalement, où en est-on finalement avec cette affaire des lions en divagation dans les localités de Yoko, Ngambetikar et de Ntui. Ils sont où finalement? Parce que depuis le départ de l'expert en lion jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus rien entendu du ministère des Forêts et de la Faune concernant cette affaire. Et c'est une affaire assez compliquée en ce moment devant les députés qui ne parviennent vraiment pas, vous le savez, à donner des réponses évidentes à ce sujet. Mais on en parlera également dans cette édition. Mais on va quand même faire un petit clin d'œil à la ministre de la promotion de la femme et de la famille, à qui également des questions ont été posées sur le code de la famille qui date de près de 20 ans au Cameroun. Imaginez-vous, les réponses ont été exécrables. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il vous a dit que ça sommeille quelque part dans un tiroir au ministère de la Justice. C'est déjà la route. On en reparlera dans cette édition ce matin. Allons dire bonjour à Dominique Audrey-Yengelek. Bonjour Dominique et bienvenue. Bonjour Michel, je reste avec la ministre de la promotion de la femme et de la famille pour dire qu'aujourd'hui on célèbre la journée internationale de la veuve et j'aimerais bien m'interroger sur la place que la société camerounaise offre aujourd'hui à toutes ces femmes-là qui ont perdu leur mari. Quelle est l'insertion qui est la leur dans notre société et comment est-ce qu'elles sont encadrées lorsque elles se retrouvent à perdre tout ce qu'elles ont pu acquérir grâce à leur époux. On sait quels sont les témoignages qu'on reçoit généralement de ces femmes-là qui perdent tout. Donc j'espère que nos chers et tendres députés et élus porteront cette question. Je crois qu'elle est un peu plus sérieuse que de savoir où est-ce que vont vivre les gorilles. En tout cas, c'est les questions que nous allons tenter ensemble d'éviter ce matin. Dominique Audrey, merci à vous madame, messieurs, de nous rester fidèles sur les antennes Equinox Télévision. Comment allez-vous bien sûr participer à cette émission? Nous allons vous donner un contact qui va s'afficher au bas de l'écran. Vous nous laissez des messages à ce numéro. Mais à côté de ceci, pour ceux qui sont très loin du Cameroun et ceux qui veulent nous vivre l'émission en live et en direct au-delà de la télévision et qui sont sur Internet, allez simplement vous abonner à la page Equinox TV. C'est sur Facebook. Et sur Facebook, effectivement, lorsque vous y êtes, abonnez-vous à la page. Le fil d'actualité pour l'émission qui est en live est en diffusion. Laissez-nous vos messages. Rassurez-vous qu'ils soient très courts. Soyez précis et concis afin de donner l'opportunité à Karine Santia de les lire aisément et sans souci. Merci à vous, merci à tous. Dans un instant, madame, messieurs, l'histoire du jour. Et c'est un moment exceptionnel pour chacun d'entre vous parce que vous souhaitez très bien savoir ce qui se passe autour de vous, autour de nous. Tendons la parole, j'ai envie de dire, laissons le micro à Dominique Audrey-Yengelek pour nous l'acclamer ce matin. Vous êtes très souriant ce matin. Hein? Donc aujourd'hui, on va aller dans la cour d'un quartier à Yaoundé, c'est le quartier Kouaban, où Césarine nous a écrit. Elle dit qu'elle est en souffrance. Elle vit avec sa famille et son mari. Et elle a également 3 enfants dans ce quartier de Kouaban. Elle partage la cour commune avec plusieurs autres familles aux alentours. Le problème de Césarine est sa voisine d'à côté. Elle dit que celle-ci, selon elle, est non seulement toxique pour les enfants de la voisine, mais également pour les enfants de Césarine. Cette fameuse voisine, lorsque les enfants font une bêtise, elle crie, elle insulte. Je vais vous dire quelles sont les insultes. Elle lui dit salaud, imbécile, idiot, ignare, marabout, timbré, vaurien, bandit et tout ce que vous pouvez imaginer de négatif. Cette voisine a 2 enfants. Le premier enfant a 7 ans, le deuxième a sensiblement 3 à 4 ans. Et aujourd'hui, le dernier de sensiblement 3 à 4 ans répète les mêmes insultes à l'endroit de son grand frère. Césarine dit que depuis un temps, ses enfants jouent avec les enfants de la voisine dans la cour. Et lorsque les enfants reviennent à la maison, lorsqu'ils se chamaillent même entre eux, elle entend les mêmes insultes proférées par la voisine qui reviennent. Elle dit qu'également le père, le mari de la voisine, donc le père des enfants, lui également, quand il veut gronder les enfants, ce sont des insultes du genre, vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un enfant comme ça. Si j'avais su que c'était comme ça, je n'en ferais pas. Lorsqu'il se chamaille avec sa femme, des insultes, tu es une bordelle, tu es une prostituée, sors de chez moi et tout. Et les enfants répètent ces mêmes insultes-là. Césarine, aujourd'hui, aimerait savoir, lorsqu'on a une voisine qui insulte ses enfants de la sorte,
Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on lui demande d'arrêter d'insulter ses enfants au risque de vous faire insulter vous-même? Ou alors, elle doit simplement déménager de cet endroit? Comment se comporter face à un parent qui brutalise verbalement ses enfants de la sorte? Heureusement que Césarine ne nous a pas dit si elle est en location ou... Si, c'est une cour elle est en commune. location. Oui, une location avec plusieurs autres familles. Oui. Très bien. Allez, on va comprendre ce matin que le problème est bien posé. Relation de voisinage, éducation parentale. Tout à fait. Et on va dire peut-être aussi l'influence de l'environnement sur ses enfants. C'est peut-être mieux de le dire comme ça. Bon, Bengan, lorsqu'on insulte ses enfants en longueur de journée, lorsqu'on les traite d'ignards, d'idiots et tout ce qu'on connaît, est-ce qu'il n'est pas de bon ton de dire que vous maudissez en tant que parents vos enfants lorsque vous le traitez d'ignards, d'idiots, d'imbéciles, etc. aujourd'hui? Oui, absolument. Absolument. Vous les maudissez. Mais vous avez dit un mot très important. En fait, c'est ce mot qui englobe tout. Vous avez dit l'enfant est le produit de son environnement. L'environnement. Voilà. Et ça se traduit donc comment? Et c'est là le problème. C'est ça le problème. Le véritable problème qui se rattache à votre interpellation, là, voudrait dire que la société n'existe plus. On a déconstruit la société. En fait, l'éducation des enfants, quand on dit la mère commence jusqu'à 7 ans au moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant est encadré par les aînés. Ça, c'est l'environnement. Et quand vous êtes dans l'aîné d'une famille, vous avez des aînés, des grands frères, des grandes sœurs au quartier, au village. C'est ça l'environnement. C'est cet environnement-là qui façonne. Donc en fait, quand maman va au champ, il a un commerce, il y a d'autres enfants dans son environnement qui sont ces aînés, filles comme garçons. On dit, on vous laisse votre frère ou votre petite sœur à votre charge, prenez ci, prenez ça. C'est comme ça que ça se faisait. Et comme ça, en fait, ça veut dire que même le père qui insulte, il est issu de cet environnement malsain. Et la mère est comprise. Et la mère comprise. Donc, voilà, en fait, comme je vais dire ça, les problèmes que nous vivons aujourd'hui sont les conséquences d'une déconstruction qui a été faite, élaborée pendant plus de 50 ans. C'est pour cette raison que pendant plus de 50 ans, nous avons évolué comme si chacun s'est recroquevillé et j'apprécie, Charles Lamel aime le dire aussi, le jeu n'existe pas en famille. Et ça commençait par les voisins, même votre papa ou votre maman qui vient vous rendre visite. En réalité, il peut même venir, ce n'est pas vos choses aujourd'hui, on dit que appelez-moi d'abord pour savoir. Non, on commence par les voisins. Même s'il vient avec les sacs de tout là, il va aller chez le voisin. Il doit savoir comment vous vivez ensemble. C'est ça le problème. Mais bon, l'individualisme est arrivé et qui fait que même le fait de jouer, les enfants qui jouent dans la cour, sous la pluie, avec le sable, qui se gênent, ça n'existe plus. Donc, effectivement, il y a ces écarts de comportement, ces écarts de conduite, mais d'autres pratiques que nous, parents, nous faisons à ces enfants, des abus sexuels et autres. Donc, c'est ça, cet environnement-là que nous décrions. Donc, le père lui-même qui professe ces injures, il est le produit de cet environnement malsain. Il ne peut produire que ce qu'il sait. Ça veut dire que si vous lui dites qu'on n'insulte pas un enfant, il va penser que vous êtes sorti de cuisse de Jupiter. Donc, lui, c'est ça qu'il connaît. Insulter et tout, mais c'est très mauvais. Les parents, parce que en fait, c'est la parole qui maudit, c'est la parole qui bénit. Et vous avez donc d'enfant, tu dis qu'il m'a la grosse tête. Tu sais, l'enfant va grandir comment? Et cet enfant seront façonnés comme ça. Et voilà comment la reproduction du mal ira crescendo. Et c'est vraiment dommage. Dans des strates inimaginables pour l'enfant qui grandira et qui doit certainement, à un moment donné, être confronté à de nouvelles rencontres. Oui, absolument. Vous voyez même, il y a des enfants, à partir de la cile, il sait qu'il peut arracher le pain. Alors que nous, on vivait en société. On te met il y avait sans publicité aucune, les trucs gigos, on te met
On le prend là-dedans et un peu de poème. L'autre vient avec à la récréation. On s'appelle. Effectivement. Mais aujourd'hui, les enfants arrachent. Il y en a même qui disent qu'ils vont taxer. J'ai entendu ça. Oui. Ils vont taxer les autres. C'est terrible. Alors que nous, chacun savait, et on savait ceux qui n'avaient pas assez. Ceux qui venaient à l'école n'avaient pas assez. On s'appropriait, on les donnait et on leur gardait même suffisamment un peu de goûter parce que on était sûr qu'arriver à la maison, peut-être parce que papa était décédé avant, ou bien maman, ou bien parce que si on lui gardait quelque chose pour qu'il puisse manger. Aujourd'hui, donc c'est déjà des insultes, tu osais le dire, ce sont les aînés qui venaient vous corriger. Voilà le terme qu'on utilisait. Mais bon. Allez, vous parlez bien sûr de déconstruction, Karine Sontière. Aujourd'hui, c'est assez compliqué lorsqu'on vit dans un environnement, on a des enfants, on insulte ces enfants, on apporte des parjures sur ces enfants, et que seule la voisine copie, et ça devient problématique pour la famille. Est-ce qu'on ne va pas dire qu'il y a des familles poisons qui soient voisines? En même temps, oui. En même temps, il y a des familles qui sont très, très difficiles, avec lesquelles il est très difficile de vivre avec. Il y a des familles où, lorsque vous introduisez un enfant, l'enfant devient tout autre chose. Il suffit juste que votre enfant aille là-bas faire des congés de Pâques pour qu'il revienne irrécupérable. Ça, ce sera peut-être les deux parents de la maison qui se chamaillent en utilisant des termes violents, ou alors ce seront les enfants qui ont déjà eu l'habitude de vivre avec, qui vont utiliser ces mêmes termes-là, et votre enfant va revenir chez vous tout changé. Ce qui se passe dans ce voisinage-là, c'est le typique aujourd'hui des cours communes. Parce que dans les cours communes, on ne donne pas forcément la même éducation aux différents enfants. Ce qui fait que chaque enfant dans sa maisonnée a son éducation et dans l'autre, ainsi de suite. Mais lorsque les enfants se retrouvent dans la grande cour à jouer, ce n'est plus l'éducation des maisons qui va compter. Ce sont ces éducations-là qui vont se mélanger. Et l'éducation qui va prendre le dessus sera forcément l'éducation qui est la plus pernicieuse. Et parce que les enfants, avant 7 ans, développe 2 sens principaux, l'ouïe et la vue. Du coup, lorsqu'il va voir quelque chose, ce sera facile pour lui d'en parler. Lorsqu'il va entendre quelque chose, ce sera facile pour lui d'en parler. S'il voit que papa frappe sur maman dans la cour avec ses amis, il va frapper sur les autres enfants. S'il voit que papa insulte maman dans la cour avec ses amis, il va insulter ses enfants. Et ça va se traduire comme ça. Et vous allez vous retrouver à avoir votre enfant à qui vous n'avez jamais adressé une parole vraiment violente qui peut prêter à équivoque, qui va vous retourner cela, vous la maman. C'est-à-dire que tout innocemment, il va le dire sans savoir vraiment ce que ça veut dire et qu'on ne dit pas ça à maman. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à être obligé d'apprendre à votre enfant que tel mot n'est pas bien, tel mot n'est pas bien. Et pourtant, dans votre tête, vous n'avez pas prévu que c'est à ce moment-là que l'enfant allait commencer à vous dire ce genre de choses. Comme je le dis, la raison pour laquelle ces derniers reproduisent facilement ce comportement, c'est que papa et maman sont déjà comme ça. Et entre papa et maman, ce n'est pas forcément le dialogue caché, c'est le dialogue exposé et vulgaire. Du coup, papa et maman, lorsqu'ils s'envoient des termes comme chien, idiot, vaut rien, tu ne sers à rien, tu fais même quoi dans ma maison et tout, l'enfant répète, il copie ça. Et vous voyez que c'est le plus petit qui est là, utilisé ici comme la souris de laboratoire sur laquelle on essaye tout. On fait toutes les expériences, c'est-à-dire que quand il va vers son grand frère et qu'il a une petite dispute avec son grand frère, il utilise les mêmes termes que papa a utilisé au grand frère ou alors que maman a utilisé au grand frère pour s'adresser au grand frère. Et pour lui, son grand frère n'est plus rien du tout. Il va finir par le considérer comme rien. Et c'est ça qui fait en sorte que dans notre société, il y a un gros décalage entre les personnes et les âges. Parce que les enfants ont été exposés notamment à un certain type de violence. Et les violences verbales sont très communes dans notre société. On a envie de savoir comment aider cette maman justement à protéger ses enfants. Et qu'est-ce qu'elle peut faire véritablement pour que l'influence de ceux du voisin ne soit pas impacté sur ses enfants. En tout cas, si vous ne soignez pas la plaie en commençant par le nettoyage, je pense que vous n'allez pas pouvoir faire cicatriser cette plaie-là. Il faut déjà qu'elle en parle à la voisine parce que elle ne peut pas dire que je vais protéger mes enfants tout simplement. Non, ça ne va pas marcher. Ce sera facile. Ça ne va pas marcher parce que la voisine elle ne pourra pas... à même d'écouter. Non, je dis... même d'accepter. Sauf qu'elle ne peut pas enfermer ses enfants dans la maison et dire vous n'allez plus jouer avec les enfants de la voisine. Elle ne peut pas non plus le faire. Donc, il faudra qu'elle en parle à la voisine et lui dise,
calmement que, en fait, lorsque vous utilisez tel terme, j'étais déjà... Avec les termes vraiment simples et vraiment respectueux, c'est-à-dire qu'elles lui disent tout simplement que, vraiment, je ne sais pas si c'est la mère de Nanou ou la mère de Papi, lorsque tu dis souvent à Papi telle chose, j'ai l'impression que les enfants copient et dans la cour, tous les enfants utilisent ça. L'autre jour, mon fils tel m'a dit telle chose et lorsqu'elle va lui dire cela, toi-même tu vois que c'est pas bien. Si un jour l'enfant vient toi-même te dire les mêmes choses là, tu vas ressentir ça comment? Tu vas te mettre à battre l'enfant parce que, alors que c'est les mêmes termes que tu utilises. Ce n'est pas bien parce que les enfants qu'on a dans la cour ne sont pas juste les nôtres. Très bien. Donc il faudra qu'elle commence par là pour que la voisine comprenne. Parce que si elle dit qu'elle va protéger juste ses enfants, je ne pense pas qu'elle pourra réussir, sauf si elle déménage. Merci. Sur la même battue, il y a un penseur, je dirais un contemporain, qui disait que la chose du monde la mieux partagée, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. J'arrive enfin. Alors, il faudrait justement qu'il y ait un bon sens entre les voisins et les voisines, oui. Mais maintenant, il faudrait, lorsqu'un enfant a plus de 10 ans, je vais dire 7 à 8 ans, 10 ans environ, dans l'éducation que ses parents lui ont donnée, il y a quand même déjà, on a pu asseoir un certain nombre de valeurs. Si l'enfant n'a que des valeurs négatives, comment peut-on justement amener les deux familles à se protéger et à protéger les enfants qui naissent, de votre point de vue, par rapport à l'histoire du jour? Monsieur Michel Ngatiou, les mots et le vécu de l'enfant ne sont que la matérialisation concrète et précise des pensées et du vécu des parents. Concrète des pensées et du vécu des parents. C'est la raison pour laquelle, chez les Bantous, les enfants ne sont jamais invités lors de la résolution des problèmes. Les enfants ne vivent pas les problèmes des enfants, sinon que le bonheur des parents. Il y a 4 lieux où on arrange les problèmes. On attendait que les enfants aillent au champ. Même s'il fallait se donner des coups de poing, selon se donner des coups de poing. Lorsque les enfants sont au champ. Lorsque les enfants vont à l'école. C'est en ce moment qu'on peut tous se dire, exploser la maison. Mais lorsque les enfants rentrent, silence, motus, bouche cousue. Il y avait, comment vous appelez ça, les grands frères, les amis de la famille, chez qui on partait résoudre les problèmes, on partait s'asseoir et on dit, tu vois, elle m'a encore fait ça, elle m'a fait ça. Même là, on pouvait la gifler devant les amis. C'est là où on réglait, toute la colère s'exprimait devant les amis. Ça devait être devant les parents, monsieur Michel Ngatiou. Les parents n'étaient que le dernier ressort. Mais aujourd'hui, l'occidentalisation a fait en sorte que vous avez des individus qui traitent leurs femmes d'imbéciles. Vous avez des individus qui traitent leurs femmes de catins devant les enfants, sans aucune honte, monsieur Michel Ngatiou. Et ça, c'est le principe des occidentalisés. Vous êtes peut-être assis en discuter, vous voyez quelqu'un, il ne se lève, je n'aime pas pour botter sa femme. Je dis sa femme, légitimement mariée devant les gens. Voilà donc le spectacle barbare que l'occidentalisation nous a offert. Il était strictement interdit de regarder son père dans les yeux, de regarder ses aînés dans les yeux. Lorsque vous vous perdez à le faire, vous étiez correctement rossé parce qu'on estimait que vous avez pris cela chez le voisin. Donc, n'accusez pas les enfants du voisin. Les enfants du voisin ne sont pas comptables. Vous-même chez vous, vous vivez comment? C'est la question qu'il faut se poser. C'est important, non? C'est important de le préciser. Dans la cour, quand vous laissez vos enfants, on n'a jamais de Bantous ne laisse pas les enfants. Quand ils abandonnent, ils disent que bon, toi, surveille tes petits frères, surveille tes cadets. Quand on ne dit pas à l'enfant de sang, hein, pas à son enfant, c'est à l'aîné de la concession, on lui dit que bon, nous on est en train de sortir, Pitou, tu surveilles les enfants. C'est son devoir. S'il y a une dispute, il arbitre. Il y a un problème, il arbitre parce qu'on enseigne déjà le sens de la responsabilité. Vous attendez 20 ans pour commencer à dire que je vais louer, il faut que j'achète une bouteille de gaz, il faut que j'achète... Or, c'est dès l'enfance qu'on commence à initier l'enfant. Dernier point. Les choses qui nous entourent vivent. Méfiez-vous, monsieur Michel Ngatiou. Les choses qui nous entourent vivent. Insultez votre femme, monsieur Michel Ngatiou. Je prends un caillou, je dis au caillou, tu es témoin. Tu suis ce qu'il est en train de dire de sa femme, je te prends comme témoin. Je mets dans mon petit sac traditionnel, je m'en vais. Montez, vous descendez. Tant que je n'ai pas jeté ce témoin, vous n'aurez pas de paix dans votre foyer. Tout ce que vous dites, à haute et intelligible voix, à certaines heures, vous êtes comptable de ça.
C'est une malédiction que vous proférez. Et ceux qui sont à côté ne se gênent pas. Ils viennent juste s'asseoir et prennent un caillou en disant, tu as suivi ce qu'il a dit à son enfant, que son vœu soit exaucé. Que son vœu soit exaucé, il prend le caillou. Est-ce que vous connaissez ceux qui vous entourent? Vous avez donc des enfants qui deviennent pervers, des enfants qui deviennent incestueux, des enfants qui deviennent voleurs. Vous commencez à chercher à nuit, oh je ne dors plus. Mon enfant veut me tuer, mon enfant veut faire ceci, alors que vous êtes l'auteur. Donc, si cette maison avait comme principe strict, esclave, 0 à 10 ans, disciple 10 à 20 ans, ami 20 à 30 ans, conseiller 30 ans et plus, je suis sûr qu'à partir de 10 ans, l'enfant devait avoir un comportement. Parce que ce qui est étranger à l'extérieur, on ne ramène pas à la maison, sauf si on a une maman qui ne fait rien. Très bien. Dominique Audrey, votre point de vue ce matin sur l'histoire du jour. Il faut quand même aider Césarine à retrouver un cadre idéal pour ses enfants et une orientation sincère pour sauver l'éducation de ses enfants là quand même. Bien sûr, il faut que Césarine déménage de là. Je crois que c'est chaque parent qui sait quel est l'idéal de l'enfant qu'il va avoir, quel est l'idéal de l'homme, de l'adulte qu'il veut construire en son enfant. Donc, si elle trouve que avec des enfants qui restent là-bas, qui vont être barbares, sauvages, violents même, non, qu'elle parte de là tout simplement. Vous n'allez pas rester là et dire que parce qu'on doit vivre en communauté, machin, et prendre le risque de vous retrouver avec des enfants qui seront des enfants mal éduqués demain, ou bien des enfants qui vont prendre le risque de vous taper dessus. Parce que la voisine qui insulte ses enfants prend le risque de se faire insulter demain. La plupart des problèmes qu'on a dans notre société au Cameroun, notamment aujourd'hui, reposent sur la qualité de l'éducation qu'on donne aux enfants. Et je le dis ici tous les jours. L'éducation que vous donnez à vos enfants détermine ce qu'ils sont ou bien ce qu'ils seront demain. Donc, si aujourd'hui on estime que je suis irrévérencieuse, ça veut dire que l'éducation qu'on m'a donnée précédemment l'a voulu et je ne suis que le résultat de ça. Quand on a un enfant en bas âge et que cet enfant fait des bêtises, moi j'estime que l'enfant découvre le monde par les erreurs. Il y a une méthodologie lorsque l'enfant fait une bêtise. Vous avez des parents, lorsque l'enfant casse un verre, ce sont les cris, on amène tout le quartier et on tape même l'enfant, mais c'est juste un verre. C'est juste un verre. Vous deviez plutôt vous inquiéter de ce que l'enfant ne se blesse pas. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Le matériel, le matériel, ça passe. En disant, papa, j'ai cassé, je ne me suis pas blessé. Merci beaucoup. C'est son temps de parole, je vous en prie. Écoutez, monsieur. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous même de casser un vase qui vous a coûté 100 000 et dire, c'est juste une affaire d'argent. Du moins, l'éducation que moi j'ai reçue fait que le matériel, ce n'est que le matériel. Les choses sont faites pour se gâter. Papa, j'ai cassé l'écran de la télé, je me suis pas blessé. Papa, j'ai cassé l'écran de la télé alors que j'ai cogné la table en passant. Il va te dire, est-ce que tu t'es blessé? Non. La prochaine fois, fais plus attention. Et je vais acheter une autre télé à 100 000. Oui, ce n'est pas en criant. Non, monsieur, ce n'est pas en criant que les choses vont changer, que les choses ne vont plus se casser. Je suis désolée. On ne peut pas. C'est justement pour les occidentalisés que je parle. Parce qu'il y a des âmes qu'on va sauver bientôt. On va en sauver. Comment ça, Dominique Audrey? On va en sauver. Ils ont compris. Ils ont même très bien compris. Donc, lorsque l'enfant casse un plat, il n'est pas question de crier ou de gronder. Ce n'est pas en criant que les choses vont s'arranger. Les adultes, les parents aujourd'hui doivent avoir une maîtrise de leurs émotions. C'est justement parce que les gens ont trop les sentiments à fleur de peau que lorsque l'enfant fait une bêtise, l'enfant verse la tomate ou bien l'enfant en courant tombe, que le parent va commencer à gronder, insulter. Non, vous êtes en train de traumatiser. Enceinte. Papa, tu me pardonnes, je ne me suis pas blessé. J'étais en train de... Vous êtes en train de travestir. Je le travestis. Non, c'est l'histoire du jour. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Et voilà, Dominique, je vous en prie. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que lorsqu'on a un enfant en bas âge, sensiblement 7 à 4 ans, qu'on passe le temps à insulter comme ça, l'enfant peut-être rira la minute d'après, mais sauf que dans sa mémoire, ça va rester enregistré. Et ces enfants auront tendance à se comporter comme les parents l'ont préconisé au travers des insultes. Donc les parents doivent prêcher par l'exemple. Si vous êtes un parent et que vous avez eu de telles attitudes envers votre enfant et que vous vous rendez compte, après une introspection, que vous vous êtes mal comporté, apprenez à demander pardon à vos enfants. C'est ça l'autorité, oui. C'est ça l'autorité. Moi, je parle de ce que j'ai vécu. Je suis désolée. C'est comme ça. Lorsque le parent... Je m'excuse, c'est ça?
lorsque le parent a un mauvais comportement avec les enfants qui ont été maltraités dans la plupart des cas sont frustrés dans la vraie vie, lorsqu'ils deviennent adultes, ils ont des comportements un peu à part de la société et ce sont juste des conséquences. Donc, lorsqu'un parent se comporte comme ça avec l'enfant, vous appelez votre enfant, vous lui parlez et vous lui dites « Je suis désolé de t'avoir parlé comme ça, j'étais simplement en colère. » La prochaine fois, au lieu de dire à l'enfant « Tu es stupide en mathématiques », dites-lui plutôt que « Je me rends compte que tu as des difficultés en mathématiques. Comment est-ce qu'on peut arranger ça ?» Ne traitez plus vos enfants d'ignores, d'insultes. Okay. Je suis désolé. Dominique Audrey, merci justement ce matin pour votre proposition. Monsieur, on l'a, oui. S'il vous plaît. Non, vous savez qu'on a très peu de temps. Hein. Connaît les nids de poules qu'il y a dans son quartier, les flaques d'eau. Vous allez rendre compte que difficilement les sous-là tombent dans l'eau. Ils connaissent même jusqu'au coin dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont intégrés. Vous dites aujourd'hui qu'il faudrait, la nouvelle forme d'éducation, c'est de dire à l'enfant, ne pas prendre la valeur des choses à l'enfant. Ça veut dire que cet enfant ne connaîtra jamais la valeur d'un verre, l'utilité d'un verre. Non, c'est important de dire aujourd'hui que dans un premier temps, on t'a appris à boire avec le gobelet, gobelet en plastique, pour que tu comprennes que ça a de la valeur. Maintenant que tu viens de traverser les 10 ans, on t'autorise à prendre le verre. On t'autorise à toucher le verre parce que tu connais déjà que quand ça tombe, ça peut se casser. Il faut tenir avec beaucoup d'amour et de passion. Parce que c'est ce que je vais te léguer. C'est ton héritage que je vais léguer. Alors, si vous n'apprenez pas ça à l'enfant, vous aurez un enfant à la maison qui saura que quel que soit l'acte qu'il posera, il aura le pardon, l'absolution de son père. L'enfant, le père est là pour... Le père, c'est la brute. La mère, la bonne. La mère est là pour jouer à la douceur, pour attendrir. Le père, c'est la brute. Et c'est dès le berceau, lorsque l'enfant commence à faire... stop! Ici, il y a déjà ça, c'est de la sauvagerie. C'est pas de la sauvagerie, c'est ça l'éducation. Pourquoi vous criez sur les enfants? Permettez, messieurs et dames, on va bien évoluer, je vous en prie. On va bien évoluer, je vous en prie. Donnons l'opportunité aux téléspectateurs de nous donner leurs propositions. Alors, qu'est-ce que vous préconiserez? Que donnerez-vous comme conseil à Césarine? Et lorsque vous regardez justement l'histoire, lorsque vous l'écoutez, on l'a clamé ce matin, quels sont vos avis? On les attend sur les pages 10-12 le Zénith ou encore sur le fil d'actualité de l'émission en allant vous abonner sur Equinox TV. Merci à vous, madame, monsieur. Dans un instant, la colère de Charles Amel Mbachou. Vous savez, en ce moment, il est très en joie. On veut... c'est que j'espère que la colère... J'espère qu'à la colère, vous savez... Je m'interroge ce jour sur la question du plan triennal, puisque c'est lui le groupe, et la question des détournements de fonds liés au projet de la carte biométrique jeune au Cameroun. Depuis quelques jours, on entend des remous. Les jeunes du Conseil national de la jeunesse ou l'Observatoire veulent savoir où est passé l'argent du plan triennal, où est passé les cartes biométriques jeunes, excusez-moi, puisque la biométrie nous perd. Quel était l'objectif recherché par le docteur Samuel Ndokmo, brillantissime pharmacien et chercheur de la diaspora camerounaise des États-Unis, qui avait fait la proposition de ce concept de carte biométrique jeune au Camerounais, au gouvernement camerounais? Où est passé le projet de la carte biométrique jeune dans ce pays? Posez la question aux différents responsables. Cette carte d'ailleurs, c'est même où? Carte dont la vision était celle d'intégrer à terme toutes les informations et tous les services qu'offre à la fois la carte d'étudiant, la carte santé et la carte nationale d'identité. Tout cela, 3 en 1, dans la carte biométrique jeune. Seulement, quelle est la valeur de la carte d'étudiant? Quelle est la valeur de la carte santé? Quelle est la valeur de la carte nationale d'identité si même ceux qui vont souscrire pour obtenir une carte, une CNI, ne parviennent pas à l'avoir jusqu'à aujourd'hui et se baladent depuis 1 an et demi avec des récépissés? Comment comprendre qu'on a mis en place la carte biométrique jeune et qu'on exige encore à l'université,
La carte d'étudiant, puisque tout cela devait être combiné. Comment devrait s'opérer le miracle de la fusion de telles informations contenues dans une seule? Que sont devenues les stations fixes et kits mobiles d'enrôlement et de production de la carte biométrique jeune qui ont été remis aux chefs d'antenne régionale, départementale et communale de l'Observatoire national de la jeunesse? Il était prévu qu'on allait produire 56 000 cartes jeunes la première année, c'est-à-dire 2015, le double l'année d'après pour atteindre le gap de 500 000 jeunes Camerounais avec obligation pour les détenteurs ou les futurs détenteurs de s'inscrire massivement sur les listes de l'Observatoire national de la jeunesse. Nous sommes en 2020. Le Cameroun regorge combien de cartes biométriques jeunes? Point d'interrogation. La cérémonie officielle, rappelons-nous, de lancement de la dite carte biométrique à coût de millions s'est déroulée il n'y a pas longtemps sous le regard très admiratif du ministre de la Jeunesse. Elle a été ponctuée par la remise des 100 premières cartes jeunes biométriques aux jeunes introuvables dans cette République, mieux des jeunes qui se sont comportés comme les détenteurs des ordinateurs PB. Grosse incongruité dès le départ. La première carte jeune biométrique que le public a découvert a été symboliquement adressée au chef de l'État Paul Biya au lieu d'être attribuée à Junior ou Brenda Biya, des jeunes. Comment comprendre la longue attente des bénéficiaires des cartes biométriques jeunes ce jour dans les principales villes de ce pays? Les jeunes de Massok, Songloulou sont très en colère. Ils réclament et revendiquent désormais une meilleure prise en charge et surtout l'attente des cartes biométriques jeunes. Monsieur le ministre, monsieur le directeur de l'Observatoire national de la jeunesse, où est passé les cartes biométriques? Comment comprendre que les jeunes enregistrés depuis septembre 2018 pour l'obtention des cartes biométriques jeunes n'ont jusque-là aucune information fiable concernant la délivrance de dites cartes? Comment comprendre le flou qui rentre dans la gestion de ce projet, principal outil qui rentre dans le cadre du plan triennal spécial jeunes 2016-2019? Quelle était la nature des services que cette carte était susceptible de procurer à son détenteur? Quels étaient les noms des structures partenaires qui étaient impliquées dans ce projet? Mieux, sont-elles toujours impliquées? Les coûts des services dans les différents secteurs devaient être amoindris. Le sont-ils aujourd'hui? Peut-on avoir l'assurance à ce jour que les partenaires continuent d'offrir les 10 services aux jeunes? Entre autres partenaires, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, le MIPRO-MALO, Pro-Assure, l'agence de voyage Dana Express, Auto-École Planète, Stacy SA. Quand vous regardez ces différents partenaires, vraiment un vrai jeune allait bénéficier quoi? À Pro-Assure. Un vrai jeune allait bénéficier. D'abord, Stacy même marche encore. C'est différents transporteurs. Il marche encore. L'ami Promalo, un jeune devait bénéficier quoi, en tant que partenaire et détenteur de la carte. De la poudre de perlimpinpin, c'est ce qu'on sait le mieux vendre aux Camerounais et encore aux jeunes. Sacré Charles Amel Batchouf. Et bien là, la colère ce matin exprimée. On espère que les jeunes qui nous regardent ce matin, peut-être beaucoup n'ont pas compris vraiment ce que c'est que la carte biométrique. Il faut préciser. Il y en a qui certainement pour la première fois entendent parler, grâce à vous, sur nos antennes aujourd'hui. Et on est quand même en droit de se demander avec vous, Mbon Bengan, est-ce que le Cameroun a déjà pu aujourd'hui, ne serait-ce que recenser les jeunes qu'il a sur son territoire, chacun dans son compartiment en ce qui concerne les activités. Et comme Charles Amel Batchouf l'a très bien dit, dans cette carte biométrique, il fallait identifier ces jeunes avec une carte d'identité, avec une carte santé, avec une carte d'étudiant. Malheureusement, il n'y a pas que des étudiants camerounais. Il devait faire la fusion dans cette carte biométrique. Voilà. Il n'y a pas que des étudiants, il n'y a pas que des jeunes étudiants. Il y a d'autres jeunes qui sont dans d'autres secteurs d'activité et qui parfois ne s'expriment pas, on ne connaît même pas. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut analyser ce fait aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas une énième arnaque à ciel ouvert au Cameroun qui montre à suffisance que on conçoit des projets, on les amène sur le territoire camerounais pour
extorquer de l'argent dans les caisses du pays. Et regardez ce matin, fièrement, le ministre de la Jeunesse, Mounona Foussou, et lui demander qu'est-ce qu'il en est réellement. Non, ce qu'il faut comprendre, je peux me tromper, mais je le tire d'un ancien Premier ministre, Simon Achidi Achou. Il a dit en 1994, politique Nandjangi. Politique Nandjangi voudrait dire que ceux qui ont bien voté, c'est-à-dire qui ont voté pour la réussite ou la conquête de la majorité présidentielle devraient être récompensés. Et on a multiplié les postes ministériels. D'abord, le ministère qui s'occupait en premier lieu de ce qu'on appelle jeunesse, c'était le ministère de la Jeunesse et des Sports. Vous allez remarquer que ce ministère était même transversal. Les professeurs d'éducation physique et sportive étaient envoyés dans les lycées et à l'université pour, pour développer, apprendre les éducations forcées. Mais il y avait de l'autre côté les animateurs. Il y avait des centres de jeunesse et d'animation dans des quartiers qui existaient à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils étaient? Et c'était accompagné dans cette transversalité avec le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'à l'époque, l'éducation nationale allait de la maternelle au supérieur. Vous avez sûrement entendu parler des home ateliers. Les home ateliers, c'était pour les filles inadaptées sociales. Vous avez entendu parler des centres de réinsertion de Bépanda notamment. Vous avez sûrement entendu parler des centres de rééducation de Bétamba. Le sud. Donc il y avait plein de choses comme ça. Et à côté de ça, il y avait une direction nationale de la main-d'œuvre. Nous, on n'avait pas les ordinateurs comme vous. Mais tout allait très bien. Vous êtes parti de SAR SM. C'est-à-dire que vous avez le certificat d'études primaires élémentaires plus 2 ans. Bon, ceux qui étaient plus intelligents avaient leur cap parce qu'ils sont allés au CTI. Et ainsi, bon, les autres allaient jusqu'à ainsi de suite, baccalauréat, ainsi de suite. Donc, et c'était confiné. Malheureusement, c'était confiné dans chaque département ministériel au point où on ne pouvait pas des statistiques vous dire tous les 3 mois quel est le niveau d'intégration des jeunes dans le monde de l'emploi. On pouvait les quantifier. Voilà, on pouvait les quantifier au regard de leur formation également. Mais vous êtes venus avec l'informatique. Nous, on pensait que l'informatique, et Jésus, Mahomet et Bouddha s'étaient réunis au ciel et ils ont donné l'intelligence au monde pour que quand on dit informatique, c'est que tout va bien. Et c'est plus tard que nous on s'est rendu compte qu'en fait, on a même mis les fausses données dans l'ordinateur. Et ces fausses données ne peuvent donner que ce qu'on a donné. Donc, en fait, au départ, il était question de chercher les jeunes. De chercher les jeunes pour savoir ceux qui sont proches de la majorité présidentielle et ceux qui sont considérés comme opposants. En fait, c'est ça le terme. Mais on ne le dit pas publiquement. On ne l'a pas dit publiquement. Parce que ceux qui avaient la charge de recruter ces jeunes, c'était la Presby, la Jachabi, et on a même créé une autre organisation de jeunes de l'Ouest unis pour le renouveau, ainsi de suite. Mais on a même écarté complètement le JADPC de cette histoire. Donc en fait, il y avait à préparer les récompenses politiques. C'est pour cette raison que Jean Lamel va demander le bilan en Milan. Ça ne viendra pas. Donc, voilà l'orientation. On comprend simplement qu'on était dans les récompenses politiques. Voilà, vous parlez de l'arnaque parce que vous avez dans votre tête une société normale. Mais nous, au départ, nous ne sommes pas, on n'est pas normal. Mais lorsqu'on le fait, vous parlez tout à l'heure de la Jachabi, il y a un certain nombre d'associations mises en place pour pouvoir ramener certains jeunes à pouvoir pencher pour le pouvoir en place, mais surtout pour le parti au pouvoir. On a quand même un plan triennal aujourd'hui. Là, je vous passe la parole, Karine Santia. On a un plan triennal. Et ce projet de carte biométrique, peut-être on me le disait, me le demandait, parce que nous on est jeunes, nous on voit une société bien construite, on voit l'ANAC, mais
Est-ce qu'on n'est pas en droit de voir que c'est de l'arnaque à ciel ouvert? Parce que jusqu'à présent, Charles Hamel demande les comptes. Pourquoi ne pas nous faire des comptes? Pourquoi ne pas nous faire un bilan? Et ces jeunes qui demandent aujourd'hui au moins ce qu'on vient leur donner leur carte, ils ont payé pour ça, Charles Hamel Battu? Oui, il fallait s'inscrire, vous avez un Il y formulaire. avait les frais de dossier. Les frais de dossier que vous devez composer. Donc le dossier était vraiment... Parce on a dit que vous devez avoir de l'emploi. J'imagine que vous allez vous soigner. Vous avez au moins 10 000 francs. Alors, admettez que vous ayez eu 500 000 jeunes. Ça dépendait aussi de votre réseau. Hein, parce que c'était aussi une affaire de réseau. Ouais. Je me rappelle quand même que... Donc, quand vous parlez donc de réseau, voilà, vous comprenez. Il fallait avoir le bon réseau. Je sais quand même que depuis 2015, où on a parlé du plan triennal spécial jeunes, on savait, nous les jeunes, que c'était quand même un plan qui devait permettre aux jeunes de proposer des projets au gouvernement pour que ces projets soient réalisés. Donc, le gouvernement accompagne les jeunes, finance et tout. Mais il y a plusieurs projets de ces jeunes-là qui ont été arrachés, volés, financés, mais qui sont dans les officines réalisées par d'autres personnes. C'est-à-dire que les jeunes ont proposé, déposé les dossiers et puis d'autres personnes ont réalisé. Mais bon, là, parlons de la carte biométrique. C'est un outil. Je prends la définition telle qu'elle nous a été donnée au départ. Outil de gouvernance en matière d'accompagnement de la jeunesse pour l'accès préférentiel à divers appuis et services sociaux de base offerts par des partenaires publics et privés. Lorsque vous entendez déjà le terme préférentiel, vous comprendrez déjà qu'à partir de là, c'est sélectionné. Tous les jeunes ne pourraient pas être intégrés. Il faudra que vous respectiez un certain nombre de critères pour être préféré et intégré, notamment ce plan-là. Du coup, si vous n'êtes pas allé à l'école, vous commencez déjà à avoir un peu de problème. Si vous n'appartenez pas à un parti politique qui est ami ou collaborateur du régime en place, vous risquez encore ne pas être intégré. Maintenant, si vous faites partie d'une société civile qui n'est pas très appréciée par le gouvernement, vous risquez encore ne pas être intégré. Mais bon, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce sont les attributions. Hein. On nous dit que ça permettait, notamment dans ce qui concerne l'emploi, de discriminer, sélectionner et classifier les services et les prestataires désirés afin de permettre aux jeunes d'avoir accès à un emploi. Donc le but principal était de limiter le chômage au sein de la population jeune âgée entre 15 et 35 ans. Charles a même battu tout à l'heure à énumérer quelques partenaires. Et oui, il y avait des partenaires, des entreprises téléphoniques, des entreprises d'assurance, des partenaires qui ont été énumérés là. C'est les partenaires, ça, c'est sérieux quand vous parlez de non, je vous dis que ce sont des partenaires. C'est les partenaires qui sont associés, que tu as associés sérieux, qui ont été lus. On a lu le nom de ces partenaires, ils étaient présents. C'est ainsi fonctionne. Ils ont signé. Bon, un jeune, on lui dit que tu auras des privilèges à la mine Promalo, c'est pour faire quoi? À la mine Promalo, il va aller faire quoi? Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait les jeunes de la diaspora aussi qui devaient être intégrés là-dedans. Ça, c'était dans la seconde phase. Nous, on a la première phase. La première phase est d'abord à quel niveau? C'est ça. Mais vous savez aussi que le plan triennal spécial jeune y a passé parce que c'était en 2018 qu'on devait donner les rapports. Donc si ça comptait pour le plan triennal spécial la carte biométrique jeune avait une validité de 5 ans. La carte a une validité de 5 ans. Donc dès qu'on a lancé l'implémentation, en principe, on devait compter 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Oh, on est en 2020, on veut savoir où se trouve la carte et où se trouvent les partenaires. Très bien. Alors, vraiment, on va dire, que Karine, on va évoluer. Donnons la parole à Dominique Audrey, qui va quand même se prononcer sur cette colère-là. Le Cameroun, quand même, c'est un pays formidable, Dominique Audrey. Formidable. On a 1 an, aucun bilan n'a été fait, aucune communication n'a été faite. Rien n'était dit au Cameroun sur ce projet de carte biométrique et naturellement sur ce plan triennal jeune. C'est quoi ce pays dans lequel nous vivons? Vous en êtes sûr? Parce que je crois que le Minjek a une télé, Minjek Web TV. Ah bon? Peut-être si vous aviez regardé la bande, vous aurez donné les informations, si je ne me trompe. Parce qu'on nous a annoncé la création d'une télé également. Donc peut-être nous sommes passés à côté de la plaque. Une télé biométrique? Sauf si je me trompe, monsieur Battu. Si. Voilà, on a annoncé une télévision qui devait permettre à tous les jeunes, même ceux qui étaient dans les coins reculés, d'avoir les informations, d'être au parfum. Notre plan triennal, je crois que ça s'est terminé en janvier. Je veux dire que le délai c'était en janvier 2020.
2020 déjà. Donc, on est en train de faire une sorte d'audit, même si c'est un peu comme ça. On est en train d'évaluer tout ce qui a été fait, tout ce qui n'a pas été fait. Nous sommes partis de 2016 avec la prescription de ce projet pour faciliter et accélérer l'évolution socio-économique de la jeunesse camerounaise. On nous a dit, entre 15 et 35 ans, vous pourrez changer de vie. Même si vous n'êtes pas allé à l'école, même si vous allez changer de vie. Vous allez changer de vie. Vous allez exceller dans les domaines de l'agriculture, dans la technologie, dans l'industrie, dans l'économie. On va vous appuyer, on va vous accompagner. Mais attendez, jusqu'ici, moi j'ai juste vu une photo un jour avec les responsables de ça qui nous ont dit que voilà les premiers bénéficiaires. Les 100 premiers bénéficiaires, c'était voilà. l'inauguration. C'était 38 ou 100 bon. C'était 100. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en sait rien. Moi je me pose la question. C'était vraiment des vrais bénéficiaires? Est-ce que ce plan triennal a vraiment réduit, s'il a été implémenté, est-ce que ça a réduit la pauvreté au Cameroun? Est-ce que ce plan triennal a vraiment réduit le sous-emploi? Parce que c'était aussi ça, réduire le sous-emploi. Vous parlez du secteur de la jeunesse. Hein? Voilà, de la jeunesse. Pourquoi n'a-t-on pas de communication officielle autour de ce plan triennal? Est-ce que vraiment on a des bénéficiaires? Ou bien est-ce qu'on nous a juste enfumé, on nous a dit qu'il y a des gens et il n'en a rien? Ou bien il n'y a rien? Je veux interroger l'ONJC également. On nous a dit que c'était une structure d'écoute qui devait être une sorte de pont entre le gouvernement et ces jeunes qui devaient proposer les projets. Mais cher monsieur, chers membres de l'ONJC, à Massock, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Les jeunes du littoral également, ça ne va pas du tout. Ils réclament leur argent, par exemple. Leur cotisation, je crois que ça fait des millions déjà. Ils demandent leur argent. Où est passé le plan triennal parce qu'ils n'en ont pas bénéficié? Alors qu'on nous a dit que dans les 10 régions du Cameroun, des gens en ont bénéficié. Où sont-ils? Pourquoi dans le littoral et à Massock, les gens se plaignent? Gardez la parole. Gardez la parole, Dominique Audrey. Vous ne pouvez pas quand même partir comme ça. Il faudrait que vous chutez véritablement là-dessus. C'est très grave ce que vous dites là. Et on va juste marquer une petite pause, madame, messieurs. On se retrouvera pour mieux comprendre ce sujet. Dans quel pays vivons-nous? Vous l'aimez le Cameroun? Nous aussi, nous l'aimons. On marque une pause, Yaba. Allez, bon retour, madame, messieurs. Merci infiniment à la régie. Je vais quand même rappeler que ça fait plaisir justement d'avoir des belles chansons comme celle-là et surtout de rester au contact de la créativité camerounaise, saluant les artistes camerounais qui chaque jour œuvrent pour nous donner une couleur musicale particulière et réelle à la sauce du Cameroun. Merci beaucoup. On va retourner avec vous sur la colère du jour qui est exprimée par Charles Amène Badjou qui s'est arrêté véritablement sur le plan triennal, mais surtout s'interroge sur la carte biométrique jeune. Qu'est-ce qu'il en a aujourd'hui? Dominique Audrey semblait tout à l'heure nous donner des points aussi intéressants et est même allé très loin en parlant des jeunes qui aujourd'hui seraient dans une revendication assez forte. Dominique Audrey, le temps pour vous de poursuivre. Oui, monsieur. Donc, je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent qui est Albert Spaggiari. Monsieur Mbachi, vous avez une idée? C'est le célèbre des casses du siècle en Italie. Au Cameroun, on en a tellement qu'il a été jumelé. Il a beaucoup de clones au Cameroun. Dans le littoral, les jeunes du CNJC, par exemple, sont à bout de souffle, comme je disais tout à l'heure avant qu'on ne parte. Ils revendiquent d'abord une réévaluation du budget annuel de leur bureau. À Massock, là-bas, rendez-vous compte, quand vous faites des rapports sur du papier, vous voyez des ratures, vous voyez des gens qui n'ont pas eu de carte à cet endroit-là. Il y en a qui cotisent et tellement ils ont été déçus qu'ils ont décidé qu'on devra leur restituer leur cotisation. Comment est-ce qu'on peut évoluer dans un environnement comme celui-là? Le projet derrière ces cartes jeunes biométriques devait permettre aux jeunes d'accéder dans certaines universités. C'est ça qui va pousser des gens à la colère, justement. Vous avez des personnes qui viennent des familles indigentes, on vous dit, si vous réussissez à avoir une carte, on va vous faire des taux préférentiels dans des universités. Non, on ne vous donne pas l'accès à cette université-là. Mais Dominique Audrey, effectivement, pour parler de ces jeunes de Massock, je pense bien, il y a eu un collectif qui s'est mis en place et qui a fait des revendications en ce sens. Et un montant m'était évoqué. Les revendications, ça c'est dans le littoral. Ah, c'est dans le littoral. Donc, on a le littoral, oui. on a Massock.
précisément aussi, D'accord. qui se plaint, qui pleure également. Et rassurez-vous que dans les prochains jours-ci, ils n'ont pas de suite favorable, de réponse justement à leurs revendications, parce qu'ils estiment qu'ils ont droit au plan triennal, aux bénéfices, aux dons du plan triennal. Vous aurez du fil à retordre. Mais ils disent quand même avoir contribué un montant proche de 100 millions de francs CFA. Des cotisations, oui, 100 millions. Ils ont cotisé, mais il n'y a pas eu de retour, malheureusement. Moi, je me demande même comment est-ce qu'on veut aider des jeunes et on leur demande encore de donner de l'argent. Moi, j'aimerais bien comprendre. C'est pareil que Samuel, les arnaqueurs de Samuel Eto'o. Comment on peut demander aux jeunes de la diaspora de venir prendre des cartes? C'est pour prendre nos agences Wawa de voyage là. Hein? Il y a une agence qui est spécialisée qui va dans le nord. Je crois qu'elle était aussi parmi... Danaï. Mais écoutez, quand vous mettez... Est-ce que Danaï va à l'ouest? Donc c'est exclusivement pour les gens qui vont là-bas. C'est ça la poudre de Danaï va à l'est et dans le nord. C'est justement pour ça que je dis que c'est un projet bien orienté, quand vous vous rendez compte. Oui, puisque même des revendications, ils vous le disent carrément que non. Effectivement, il y a des gens qui ont bénéficié de cet argent. Mais si malheureusement on l'ouvre pour dire ici, les qui ont bénéficié, ce sera un autre incident. Ça va créer d'autres problèmes. Non, donc il faudrait qu'il y ait une sorte d'impartialité, d'égalité dans le partage de ce don-là. Ce n'est pas votre propriété. On peut même commencer par interroger les premiers 450 millions et le matériel qui a été octroyé. Est-ce que effectivement vous avez financé les projets de ces jeunes-là? Si jamais des gens ont été financés, prière de vous prononcer. Hein. On aimerait bien savoir et suivre vos projets. Merci Dominique Audrey, mais et tout à l'heure vous nous parlez télé. Justement de cas du siècle et on se demande si on ne serait pas dans un film dans comment on dit ça, dans un film hollywoodien où on est en train de vivre avec les arnaqueurs VIP. Mais quand même, on nous a longuement parlé, Charlamagne Bachou, de ce projet-là. Mais avant de vous passer la parole pour finir, Mbombo Mbengan, on nous a longuement parlé justement de la carte biométrique qui devait nous être utile pendant les élections, qu'elles soient les présidentielles et même législatives. Aujourd'hui, rien n'a été fait. D'ailleurs, on a tous vu les conditions dans lesquelles les élections sont déroulées. Est-ce qu'on va saluer fièrement le Cameroun et dire bravo ceux qui ont initié ce projet? Non, je vous ai dit tout à l'heure que tout commence par une filouterie. Simon Achidachou dit politique Nanjangi. Donc, il faut récompenser les aides. Pour ça, il faut partir de là. Et c'est précisément parce qu'on ne le comprend pas que chaque fois qu'un projet arrive, et tout le monde, on pense qu'on va prendre tout le monde. Premièrement, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, la question que vous posez est effectivement la conséquence de la première question. C'est que on a fait exprès pour que la biométrie ne fonctionne pas. Parce que les élections risquent d'être libres et transparentes. Il ne faut donc pas montrer que la biométrie puisse fonctionner quelque part, même s'il s'agit de faire des cartes pour une réunion familiale. Malgré tous ces partenaires américains, allemands, c'est pour français, tromper. On est venu ici. Qui sont passés par là? Vous avez entendu parler de Femmes Cameroun? Oui, Femmes Cameroun. Oui, voilà. C'est où aujourd'hui? C'est un projet qui a englouti des milliards les partis. Milda également. Milda, voilà. C'est ça, ces choses. Et ça, en fait, lorsque la mafia est organisée en haut lieu, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Dominique parlait tout à l'heure, pour ces jeunes de Massok Sonlolo. Ils ont commencé leur grogne. C'est ça qui a voulu. Mais le drame est que comme ils sont dans une zone enclavée, les élites qui en réalité veulent les maintenir dans cette situation de précarité-là, disent non, donnez-nous nos enfants, donnez-nous, on va porter acquis de droit, vraiment, attendez. Et ces élites-là savent bien que ça ne va pas prospérer. Parce qu'ils savent que ça n'a pas prospéré ailleurs. Voilà. Parce qu'ils savent justement que, même je pense qu'il y avait une compagnie d'assurance là, qui ne vivrait même plus aujourd'hui. Donc, l'arnaque est organisée en haut lieu. Il faut dire ces choses comme ça. Il y a plein d'informaticiens ici qui ont proposé comment la biométrie devait fonctionner. Ils ont refusé. Ils disent on a refusé. On dit que ça ne fonctionne pas. On ne met même pas ça. C'est pas voilà. Mais regardez également, même notre carte d'identité. On a dit, je me rappelle encore de ces propos de Fouchivé en 1995-96, quand il lançait ça, il voulait que les Camerounais disent carte nationale d'identité de haute sécurité.
Bon, d'accord, haute sécurité. Et vous êtes sécurisé avec votre carte d'identité. D'abord, le fichier est tenu par les étrangers. Et vous voyez, ça ne peut pas donner. C'est de l'arnaque organisée en haut lieu. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a toute une communication, une batterie de communication autour de ces éléments-là au quotidien. Charles, qui va communiquer? Ben non, enfin, le ministère, si vous voulez, le chef de l'État même a souvent eu à évoquer ce plan triennal jeune en plein de ses discours. Le ministère de la Jeunesse l'évoque en permanence et pas mal de ministres également. Non, l'arnaque est à ce niveau, monsieur. On a dit qu'on aura des plans triennaux avec budget, programme, plan triennal. L'Assemblée qui s'est réunie là, vous les avez déjà entendu parler de l'élaboration d'un plan triennal? Mais pas du tout. Mais voilà, c'est des choses qui viennent comme ça dans une nébuleuse qu'on appelle la présidence de la République. Quand c'est une nébuleuse, qui est à la présidence de la République? L'un entre par une porte, l'autre entre par la fenêtre. Un entre par la fenêtre, sort par le plafond, par la toiture. Le délai est resté dans les couloirs. Tout le monde a dit la présidence a dit que. La présidence a dit que. La présidence est devenue une nébuleuse où on ne sait pas. Charles Amem Bachou, c'est assez compliqué et puis on se dit il faut tendre le cou à ce plan triennal jeune, mais surtout tendre le cou à ceux-là, premièrement pour revenir à des personnes comme Samuel Dormo au départ, qui ont initié ce projet et qui aujourd'hui ont disparu. Hein? Comment fait-on pour en sortir? Le gars est venu proposer, on a validé, il a demandé sa part, on lui a donné. Il s'est retiré, c'est le business, monsieur Michel Ngatou. Je commence à comprendre. C'est-à-dire qu'on fait le business avec les Camerounais, avec la jeunesse camerounaise. Oui, je commence à comprendre pourquoi le chef de l'État, depuis, ne se filme plus avec ses ministres. Parce que c'est que l'histoire va le rattraper. Oui, l'histoire va le rattraper. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand on dit que tel est voleur, on sort seulement la photo. Et là, voilà, ils sont avec le chef bandit. Pour éviter qu'on le traite de chef bandit, vous connaissez les réseaux sociaux, et la liberté ne se filme plus. Et ça remonte à longtemps. Tous les ministres et les différents gouvernements, vous n'aurez plus de photos, monsieur Michel Ngatou. Les gars ne profitent pour avoir des photos que lors de la présentation des vœux. Ce n'est que là où ils ont les photos. Il n'y a même pas de photos de famille. Même pas de photos. Il n'y en a pas. Bon. Parce que là, il faut éviter. Moi, je prends cet exemple-là pour dire que aujourd'hui, nous avons 780 000 jeunes qui sont inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse, mais nous avons pratiquement pas la moitié qui ont une carte biométrique jeune, monsieur Michel Ngatou. Il n'y en a pas. Il n'y a pas la moitié qui... Je dis pratiquement. On avait dit qu'il y a 500 000, non, qu'on a distribué. Le projet a commencé à être faux dès le départ. Lorsqu'ils ont fait le lancement le 11 juillet, c'est un drone qui était piloté. On a piloté le drone. Le drone a fait le tour de la salle. Et c'est venu avec la carte biométrique du président de la République. Ce jour-là, nous étions les premiers à crier. Mais il fallait qu'on donne à Brenda Yanga bien. Qu'on donne ça à Junior bien, oui. Ce sont eux encore les jeunes. Mais on donne au chef de l'État pour qu'il fasse quoi? La toute première carte. Il est encore jeune. On a édité 101 cartes. Non, ce n'est pas qu'on dit, mais monsieur Michel Ngatou. On a dit de 15 à 35 ans. De 15 à 35 ans, monsieur Michel Ngatou. Lui-même n'était plus dans les critères pour qu'on fasse. Donc ce dossier, comme m'a dit Mbambok, était déjà mort dès le premier jour. On a distribué 100 cartes aux 100 premiers jeunes. Sur quelle base? On a dit on a respecté la question de l'équilibre régional. Jusque-là encore, on a applaudi. On a demandé aux autres jeunes, inscrivez-vous massivement à l'Observatoire national. Vous allez voir, vous aurez des cartes, remplissez les critères. Beaucoup de jeunes ont rempli. Parmi eux, il y a certains qui ont bénéficié, monsieur Michel Ngatou. Il y a ceux qui ont bénéficié, comme disait Karine tout à l'heure, Sontia. Il y a certains qui sont dans l'armée, il y a certains qui sont dans les grandes écoles, il y a certains... Mais ce n'est pas la carte biométrique, monsieur Michel Ngatou. C'est là où Mbambok intervient. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est là où Mbambok intervient. C'est le fruit des gens qui sont prêts à mourir pour la question du régime de RDPC, monsieur Michel Ngatou. Voilà les gens qu'on a mis aux aises en disant d'accord, le recrutement s'est fait, on les a positionnés. Pendant ce temps, toutes les 10 régions se sont mobilisées. Les gens se sont inscrits massivement, ont rempli les critères et l'argent est rentré dans les caisses. Ces caisses qui ont été transposées à Yaoundé. Donnez-moi la carte. Il semblerait que c'est entre Maroua, Yaoundé, Bafoussam, Yaoundé, bref, tous les différents, les chefs de région pour le Yaoundé, c'est là où ça se retrouve. On a entendu, lorsque les jeunes ont voulu bouger, le ministre de la Jeunesse a fait une sortie pour dire non,
ne soyez pas pressés. Les plans d'installation des jeunes présentent de nombreuses faiblesses pour servir d'outil d'aide à la décision. Première chose. Il a dit qu'il y a l'insuffisance des formations et d'analyse sur la faisabilité des filières émergentes. Troisième point, il y a un décalage entre certaines priorités de vous jeunes et le courant global de l'économie locale. Et enfin, il faudrait qu'il y ait une nécessité d'arrimage du choix des jeunes aux grandes priorités nationales. Ils ont demandé donc en dernier ressort aux jeunes qui attendaient les cartes biométriques de s'arrimer aux grandes priorités nationales. Je crois que c'est là un bon pour nous expliquer ce qu'on appelle grandes priorités nationales. Voilà là où les jeunes se sont. Nous sommes en l'air des grandes opportunités. Hein. Il faut absolument les saisir. Merci beaucoup, cher Amel Batou. Merci à vous, madame, monsieur. Dans un instant, on prendra les nombreux messages que vous nous laissez effectivement sur la toile pour vous prononcer sur les sujets, les deux premiers sujets de ce petit matin et vous rassurer également qu'on évolue. Tout à l'heure, on pourra certainement marquer une pause, mais surtout, on va avec vous lire ce que vous avez laissé sur les pages 10-12 le Zénith, y compris Equinox TV. Merci pour votre fidélité, merci pour l'amour que vous portez à votre programme. Karine Sontia, nous allons nous retourner vers vous dans un instant pour lire nos nombreux téléspectateurs. Le leader du SDF a dit un jour dans une émission qu'au Cameroun, la jeunesse n'est pas un atout. La jeunesse est un danger. Les événements de février 2008 auraient pourtant dû être une occasion de bâtir une véritable politique jeune. Mais nous sommes toujours dans l'enfumage habituel. Parler de 4 biométries jeunes, le plan triennal jeune, le PAGER-U, c'est du pareil au même. C'est à la jeunesse camerounaise elle-même de prendre conscience et de s'organiser pour se forger un destin. Henri-Michel Cham. Un autre sujet, celui qui gâte son fils pensera ses blessures. Un cheval mal dressé devient rétif. Un enfant, lui, laissé à lui-même, devient mal élevé. Alors, ton enfant... Carole, ton enfant, tu en seras stupéfait. Joue avec lui. Il te fera pleurer. Élève ton fils. Cajole ton enfant, tu en seras stupéfaite. Joue avec lui. Tu le feras pleurer. Élève ton fils en forme. Et forme-le bien pour ne pas avoir à éduquer son insolence. Ah, c'est Ecclésiaste 30, versets 1 à 13. Ah, c'est Raoul depuis Bafoussam. Alors, un autre sujet, un autre message. Our children mostly learn poor morals. Voilà, nos jeunes, généralement, nos enfants sont surtout pauvres dans la société comme le voisin de l'école. Si votre enfant change de comportement négatif, il vaut mieux que vous l'empêchiez d'aller chez les voisins et d'éviter qu'il joue avec ses enfants ou que vous changiez une maison. Akbor de Manfé qui nous a écrit. Non, ce n'est pas en changeant de maison que vous allez résoudre le problème. Vous déménagerez chaque jour. C'est l'une des propositions de Dominique Audrey tout à l'heure. Elle pense qu'il faut s'éloigner. Le mal est déjà chez vous. Vous changez quoi? On s'éloigne. Ils vont arriver et être ceux-là qui vont contaminer les autres. Et on fait comment pour tuer? Vous tuez dans... Monsieur Michel Ngachou. Non, monsieur Michel Ngachou. Dominique Audrey nous a dit qu'elle est une fille de Mélène, non? De Minifem, non? Est-ce qu'elle est comme les filles de Minifem? Non. Mais j'ai grandi là-dedans, non? Alors? Mais ça n'a pas été évident. Non, monsieur Michel, on a grandi dans les quartiers. Nous, on a grandi dans les quartiers où il y avait les grands bandits. Ça n'a pas fait de nous des bandits. Michel, on se sert de ça. Dominique Audrey, Michel, oui, vous j'ai écoute. grandi à Mini-Ferme, mais l'éducation qu'on m'a donnée fait qu'une fille ne se balade pas. Une fille ne va pas chez le voisin. Donc vous êtes là, vous êtes à la maison. Ça vous empêche de saluer les voisines, de voir comment les voisines vivaient? Ouais. Vous êtes très sociable Monsieur, pour une fille qui avait été à Minifem. Oh. Non, vous êtes très sociable. On vous voit, vous êtes très souvent. Il y en a qui sont très sociables aussi. Mais oui, donc c'est dit qu'elle côtoyait sans toutefois copier le comportement de ses filles. En restant à la maison, c'est justement parce que ma grand-mère... La télé fait des choses. On poursuit les messages. Les messages, je vous en prie. Moi, on connaît Minifem. Et on va les commenter au fur et à mesure. Karine Sontia. Un autre message concernant la colère du jour sur le plan triennal jeune, il est clair que cela a été évoqué juste pour calmer les esprits. Oui. Et c'est même une insulte à l'endroit des jeunes de ce pays. Le faux est légalisé dans ce pays. Rien n'est fait de façon équitable et complète. Et c'est la conséquence de la photogouvernance. Angelo de Douala qui nous écrit. La photogouvernance. D'accord. Ma fille de 3 ans, la première fois qu'elle a cassé mon plat, j'ai tapé. Et depuis, dès qu'elle finit de manger, elle dit « Maman, je porte bien, non? Et ça va pas se casser. »
Sinon, ça va se casser. Ok. Gladys Safa qui nous écrit. Donc là, c'est une bonne esclave qui apprend. Hein. Merci Gladys. Bon, Bengan. C'est une bonne esclave qui apprend. À la première erreur. Non, parlons franchement. Oui. Tous ceux qui ont dorloté leurs enfants, s'ils sont en Occident, à 10 ans, l'enfant appelle la police parce que papa a grondé à la maison. S'ils sont au Cameroun? Voilà. Qui sont au Cameroun, ils sont dans le Ndja. Je ne suis pas dans le Ndja. Ils sont dans le Ndja, pour la plupart. Ils sont dans le Ndja. Ils sont là. Non, tu ne peux rien lui faire. Donc, c'est ça la difficulté. Non, nous on nous a tapé le piment sur le corps. Voilà. La piment, c'est la torture là. Non, vous étiez. Ah ben là, maman a tapé le piment sur le corps. Non, elle avait vu qu'elle si elle ne faisait pas ça, elle n'avait plus rien récupéré. Pour avoir pris un 25 francs et m'acheter des galettes, ça n'a pas été évident. Les parents gagneraient à privilégier. Non, mais nous sommes les parents. Comment vous nous donnez des leçons? Vous n'êtes pas des parents. Ça n'a rien à voir. Vous donnez des leçons On a reçu l'éducation des parents. On n'a pas besoin d'être parents. Attendez d'être parent, vous aurez un enfant occidentalisé dans votre occidentalisation et vous allez lui donner des cours. Non, je suis désolée, j'ai reçu une éducation des parents, donc je crois que je peux en parler. Dites que mes parents m'ont dit que, mais ne dites pas que mes parents. Non, je ne vous permets pas, vous n'avez pas un enfant. Donc vous n'êtes pas parent. Ça n'a rien à voir, ça ne veut rien pouvez dire. Donc pas moi qui n'ai pas, à peine j'ai fini. Moi qui suis parent, et vous me donnez des leçons comment je parle pour les modernes. Vous parlez pour les traditionnalistes. Je vis dans votre société moderne et tous mes enfants sont dans la modernité et avec un comportement prenant du passé pour fonder l'avenir. Justement, c'est à vous de me dire, vous faites comment? Mais vous ne pouvez pas prétendre de dire les parents comportez-vous comme ça. Merci. On va un peu de décence quand même. Poursuivant ce les n'est messages. pas indécent de donner sa position. Je suis désolée. Avoir un enfant ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler d'éducation. Restons courtois. Là, je le permets. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne pouvez pas dire qu'avoir un enfant, bien ne pas avoir, c'est quoi avoir un enfant? Les parents devraient, parce que... Les parents doivent apprendre à parler avec leurs enfants. Mais nous parlons avec nos enfants. C'est compris. Vous avez été enfant, Dominique c'est compris, Dominique Audrey, c'est compris. Qu'est-ce que vous en savez? C'est compris. Bon, Qu'est-ce que vous en savez? On va. Nous avons été enfants, nous avons les enfants et les petits-enfants. Poursuivant les messages, allez, on va poursuivre le message. Lisons nos téléspectateurs qui nous laissent également des messages ce matin, s'il vous plaît. Gaëlle, depuis PK13, moi je pense que cette femme doit déménager car l'éducation des enfants des voisins ne sont pas celles qu'elle a procurées à ses enfants. Du coup, ces enfants ne connaissent pas le vivre en société. Et je tiens aussi à dire que l'éducation d'un enfant dépend d'abord du comportement de ses parents à travers eux. Ça, c'est Gaëlle qui nous écrit depuis PK13. Alors, un autre. Selon moi, elle doit mettre la pression sur la voisine pour qu'elle enlève les mauvaises interprétations du langage de son enfant. Quand son enfant insulte les gens, ce genre d'insultes, elle doit intervenir pour arrêter l'interprétation de l'enfant. Insulter de cette façon-là n'est pas bien. Abba Abia qui nous a écrit: ce pays est une constellation, c'est au-delà de toute compréhension. Il ne faudra même pas en faire un cas d'école un de ces jours. Ah, c'est Ombre Marcelo qui écrit. Alors, un autre sujet. L'éducation des enfants dépend des parents. J'ai été victime. Ma mère m'insultait devant les enfants et je lui disais toujours je lui disais toujours que quand nous sommes à deux, alors quelle éducation pour les enfants? Bosco Banta qui nous écrit. Donc lui reconnaît quand même sa mère, non ça, sa mère après que maman tu ne suis pas content, c'est ça? Devant les plus petits. Mais je crois que c'est normal ce que Armel et Dominique disent, juste que les deux défendent leur poste dans la famille. Chacun doit tirer une conclusion, comment se comporte l'homme et la femme dans un ménage. Chacun d'eux doit connaître sa place. Un autre message, c'est toujours la faute des autres. Les Camerounais n'ont toujours aucune responsabilité dans cette guerre. Dans quelle guerre? Bon, c'était comme je suis entré avec le nozo. Certainement, c'est l'introduction. Alors, un autre message.
ce matin. La bouche qui bénit, cette bouche même qui maudit. Les parents ont toute leur autorité sur leurs enfants. Toutefois, ils doivent être prudents sur leurs paroles vis-à-vis de leurs enfants, de peur que cela impacte surtout négativement dans la vie de ces derniers. Roland Cyril Miniem, depuis Oui, effectivement. Dominique, je souhaiterais que vous réalisiez justement cette assertion. Lorsqu'on parle à ses enfants, lorsque on peut avoir des propos, je ne vais dire pas très sains vis-à-vis des enfants, mais on est conscient que c'est de la malédiction qu'on porte sur ces derniers. C'est clair. Voilà. Aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui confondent autoritarisme et vraie autorité. Ils se disent que avoir ce genre de langage leur confère le pouvoir, une certaine ascendance sur leurs enfants. Oh que non. Il est important d'apprendre les lois à vos enfants et de leur montrer les limites. Lesquelles lois, Dominique Audrey? On n'entre pas dans la maison avec les babouches avec lesquelles on marche dehors. Lorsque l'enfant fait, vous le lui rappelez à plusieurs reprises. Moi, je suis contre les enfants sur lesquels on tape. S'il ne vous comprend pas, qu'est-ce que vous faites? L'enfant doit pouvoir comprendre. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire preuve de méthodologie. La barbarie, la sauvagerie, ça n'avance pas. D'accord, permettez Dominique. Vous êtes certainement chrétienne, bien, je suppose que vous l'êtes. Et effectivement, il est inscrit, je peux oublier le passage quand même, dans la Bible, que qui aime bien châtie bien. Même Dieu châtie ses enfants que nous sommes. Tout à fait. Alors vous croyez que lorsqu'un enfant pose un acte qui ne tient pas, dès le premier acte mal posé, le parent ne peut pas de son autorité parentale ramener l'enfant, redresser, lui dire ne le refais plus jamais? Justement, c'est ce que je dis. Sauf si vous, dans châtier, vous voulez dire que Dieu va venir vous fouetter. Non. Ce qui marche, votre enfant est rentré tard de l'école alors qu'il n'aurait pas dû. Votre enfant s'est permis de prendre à manger dans votre marmite et à donner aux voisins sans votre permission. Vous appelez votre enfant et vous le faites asseoir. Vous lui dites le pourquoi du caractère néfaste de cette chose. C'est à quel âge? Vous dites, peu importe l'âge. Non, mais quand peu même, importe l'âge. Tout commence dès le bas âge. Tout commence dès le bas âge. Moi, je suis contre. L'enfant casse un truc, vous tapez là. Non, l'enfant ne saura même pas pourquoi vous l'avez tapé. Très bien, ok. Il faudrait que l'enfant sache que lorsque j'arrête le plat avec les mains mouillées, ça peut glisser. Maman m'a déjà dit de ne plus faire. Si maman me demande de le faire à 3 reprises et je continue, là, maman peut punir. Merci, et la Dominique. punition n'est pas automatiquement la chicotte. Merci Dominique. Charles Lamel. Vous voulez absolument rebondir au propos de Dominique Audrey. On dit que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Oui. Ça, c'est important. La peur du gendarme, la peur du foin est le commencement de la sagesse. Un enfant qui ne sait pas faire la différence entre la voix de son père et la voix de sa mère, M. Michel Ngachou, c'est un enfant que vous avez déjà perdu. Nous disons aujourd'hui que vous devez tenir un certain langage. Pas le langage de la malédiction, c'est ce que mon boca dit, un certain langage. Punir son enfant. Il y a des parents qui mettent à genoux. On ne veut pas débattre de la forme de punition. Il y a des parents qui disent planter les choux. Il y a des parents qui vont dire on ouvre les bras, on met les cailloux. D'autres parents vont attacher. On n'est pas en train de débattre de la forme de la punition. On peut même lui interdire le jeu. Le jeu, on peut lui interdire. On parle de punition de l'enfant. Punir l'enfant et corriger l'enfant, penser c'est ce n'est pas bastonner l'enfant. Non, on ne débat pas de la forme. On dit l'enfant doit être. Je dis, est-ce que la bastonnade également, si vous voulez, bon, peut-être. La fessée on n'a ne pas sa place. Pas. Il y a des enfants chez qui ça marche, Monsieur Michel, ça ne marchera pas. Vous avez, il y a des scènes que j'observe souvent au marché. Peut-être dans comment vous allez dire, un supermarché, où un enfant il est avec sa maman il dit sa maman lui dit que donne-moi, l'enfant dit que maman il veut le bonbon. L'enfant dit que je ne donne pas le bonbon. Il prie le coup de poing, il tape sa mère. Il est tout petit. Ouais. La maman dit tu me tapes pourquoi? Il donne encore pas, il donne pas. Laissez l'enfant là. Demain il va donner le vrai coup de poing à sa mère. C'est là où on règle ce genre de déviance. C'est une déviance qui est en train de... Vous allez dire que non, tous les enfants font ça. Tous les enfants, vous allez laisser comme Dominique Audrey veut nous faire comprendre. Vous laissez ça. Vous avez des enfants qui disent, parce que la maman dit avec ta grosse tête. L'enfant répond aussi, oui, avec ta grosse tête aussi, toi-même. Il faut déjà mettre l'écart entre la pensée du parent, la position du parent et de l'enfant. Et ça se vit dans les quartiers. On a laissé faire, on a laissé prospérer. Et aujourd'hui, c'est un désordre qu'on ne peut pas rattraper. Vous savez ce qu'ils disent? Non, et les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme les enfants d'hier. Les enfants, vraiment, tu vas même dire quoi un enfant aujourd'hui comprend. Et c'est l'un qui vous dit... Ce sont les mamans qui parlent comme ça. Au lieu de s'inspirer, justement. Donc, les enfants d'aujourd'hui connaissent même les choses que nous, on ne connaissait pas à leur âge. Voilà. Donc, en fait,
ces parents occidentalisés là sont incapables d'éduquer les enfants parce qu'ils ne savent pas où sont les repères. Quels sont les repères qu'on a perdus dans la société? J'ai discuté avec un gars qui m'a fait comprendre, un gars de presque 40 ans, hein? Un jeune frère avec qui je discutais. Il me dit depuis qu'il a grandi jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais bagarré. J'ai dit que merde. Tu n'as jamais bagarré, il dit qu'il n'a jamais bagarré, qu'il a grandi comme ça, on les protégeait, je lui ai dit que tu es fini. Non, mais monsieur Bachou, je pense qu'il faut quand même relativiser parce que c'est vrai qu'on n'exclut pas le fouet parce que je n'ai jamais été contre le fouet, mais je connais des enfants qui aujourd'hui, je vous assure, ils cassent des maisons, ils vont en prison, ils sortent justement parce que quand ils étaient plus petits, le parent a utilisé la violence et frappait. Et je vous assure, cet enfant-là, quand vous le voyez déjà petit, il avait la carrure d'un bandit, d'un enfant têtu. Vous voyez? Donc il avait... Vous voyez un enfant à distance, mais il a les os qui se voient. C'est-à-dire que... Permettez-moi, permettez. Il y en a chez qui ça n'a pas marché. Je prends les propos de Charles Lamé qui dit que le père est la brute et la mère est celle qui... Ça dépend des couples. Oui. Hein. Voilà. Ça et dépend également des familles où c'est la mère qui est la brute. Le mec et la brute, c'est le père qui est voilà. Donc, dépendra. rendez-vous compte justement que lorsqu'on a ces deux éléments dans une famille, il est évident qu'à un moment de... écoutez, chez moi, par exemple, ma mère était plus dure que mon papa. Hein. Voilà. Très dur. Dans la famille de ces enfants qui insultent là, qui est la brute, qui est... Mais non, mais là, vous ne pouvez... Parce qu'il faut aussi définir par rapport à l'histoire de ce matin. L'histoire ne nous a pas dit. Donc, on va quand même dire qu'il va falloir absolument se méfier, madame, ça ne sert à rien de fuir. Vous restez là et vous soignez le mal à la racine. Oui. Merci à vous. Merci Charles Amembachou. Merci aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Merci pour l'adhésion. Nous allons dans un instant marquer une pause et aller saluer ce matin Consti Lamine qui nous retrouve effectivement avec Sorepco. Bonjour Consti Lamine. Alors bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce matin, comme tous les mardis d'ailleurs, pour parler de l'instant commercial des magasins Sorepco. Oui, bien sûr, dans ce studio, j'ai avec moi ce bijou. C'est un ventilateur pas comme les autres. Chers téléspectateurs, il est de couleur blanche, il est d'origine, il pèse énormément. C'est un ventilateur vraiment de... Regardez comment il se présente, chers téléspectateurs. Regardez bien sûr ce ventilateur que vous retrouverez dans les magasins Sorepco. Regardez comment c'est nyanga. Regardez comment c'est beau. Regardez comment, oh là 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 là, quelle beauté, le ventilateur Super Air qu'on vend dans les magasins Sorepco. Alors, parlons donc de la présentation de ce ventilateur. Acheter un ventilateur, c'est bien, mais acheter un ventilateur dans les magasins Sorepco, c'est encore mieux. Parce que les ventilateurs qui sont vendus dans les magasins Sorepco sont des ventilateurs d'origine, sont des ventilateurs de qualité avec des caractéristiques pas comme les autres. C'est un ventilateur déjà d'une marque mondialement reconnue. C'est un ventilateur de couleur blanche. C'est un ventilateur qui est doté d'un système de refroidissement automatique. C'est un ventilateur, bien entendu, qui est facile à nettoyer. Les ventilateurs Super Air de Sorepco sont des ventilateurs qui ont 5 hélices. Et vous savez très bien, plus un ventilateur a des hélices, plus le ventilateur est puissant. Donc, les ventilateurs Super Air de Sorepco ont 5 hélices. Les ventilateurs de Super Air de Sorepco, mesdames et messieurs, sont des ventilateurs qui ne consomment pas assez d'énergie. Et bien entendu, la grande particularité des ventilateurs Super Air de Sorepco, c'est que ces ventilateurs chassent les moustiques à distance. Oui, ceux qui ont les moustiques à la maison, ceux qui ne parviennent pas à bien dormir, parce que les moustiques vous dérangent, alors je vous conseille d'aller dans les magasins Sorepco, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Bertois, que ce soit à Douala, et de prendre un ventilateur Super Air de Sorepco. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ce ventilateur a une télécommande que j'ai l'honneur de présenter ce matin dans cette émission. C'est un ventilateur avec télécommande. Ça veut dire quoi? On peut être assis quelque part à l'angle du salon et on prend sa télécommande, on ne se déplace pas, on appuie, on éteint, on manipule, on monte la vitesse. Oh là 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 là, les ventilateurs Super Air de Sorepco, c'est la qualité qui ne dit pas son nom. Alors chers téléspectateurs, c'est donc l'occasion plus que jamais de vous rendre dans les magasins Sorepco. Le stock, il est très très limité. La promotion est encore valable pour une semaine. Oui, encore une semaine pour avoir le ventilateur Super Air de Sorepco. Oui, ceux qui veulent acheter pour revendre, c'est permis. Donc on fait la vente en gros et en détail dans les magasins Sorepco. Alors, parlons donc du prix de ce ventilateur. Le prix,
c'est déjà affiché à la télé, mais je le présente encore une fois de plus. Un ventilateur avec télécommande, un ventilateur qui a 5 hélices, un ventilateur qui chasse les moustiques à distance, vous l'avez à 23 000 francs dans les magasins Sorepco. N'enviez plus le voisin. Je dis bien, n'achetez plus n'importe quoi, pour dire tout simplement, n'achetez plus, virgule, n'importe quel ventilateur, virgule, parce que dans les magasins Sorepco, il y a les ventilateurs Super Air, point virgule. Et ces ventilateurs coûtent la somme de 23 000 francs avec garantie. Et ce n'est pas tout. Quand vous achetez un ventilateur, on vous donne cette rallonge neuve, c'est-à-dire cette rallonge neuve dans l'emballage. Regardez bien sûr la rallonge qui accompagne le ventilateur Super Air de Sorepco, un ventilateur avec télécommande, et en bonus, on vous donne une magnifique rallonge. Donc, mototin, nye sengalemba tatan, biobiana concept salaka, nye peut-être topoine de bagnola Sorepco, et bagnola Sorepco, babel ventilateur yaboam, Sorepco, babel ventilateur, iben télécommande, yendo magasin Sorepco. Et n'est pas ça Yaoundé, et n'est pas ça Garoua, et n'est pas ça Bafoussam, et n'est pas ça Douala, Mototenye Sengalemba Tatan, Angam Janda ventilateur au Sorepco. Donc, any man must buy a ventilateur for Sorepco. Ça coûte la somme de 23 000 francs. Un ventilateur neuf avec garantie et une rallonge qu'on vous donne gratuitement. Le ventilateur à la télécommande. Donc, chers téléspectateurs, plus besoin d'acheter n'importe quoi. Il y a des gens qui vont me dire, Constilamine, il pleut déjà. Je sais qu'il pleut. Je sais qu'il pleut même tous les jours. Mais à Douala, même à Yaoundé, même à Tchang, quand il pleut, il fait chaud. Donc, c'est l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tout un chacun. Chacun doit avoir son ventilateur. Je dis bien, à Douala, quand il pleut, il fait chaud. Donc, pour éviter la chaleur, pour éviter les moustiques, je vous conseille le ventilateur Super Air de Sorepco. Oh là 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 là. Pour dire tout simplement, si tu veux bien dormir, si tu veux dormir comme un président, comme un chef d'État, comme un grand communicateur, il faut le ventilateur Super Air de Sorepco. Il coûte 23 000 seulement avec garantie. Et quand vous l'achetez, on vous donne une rallonge, une job. Donc rendez-vous dès à présent dans les magasins Sorepco. Les numéros de téléphone, vous les avez. N'achetez plus n'importe quoi. Évitez le vrac. Allez chez Sorepco. Il y a les ventilateurs Super Air à 23 000 francs avec une rallonge offerte. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez et commandez les ventilateurs de Sorepco avec télécommande. La voici. Merci beaucoup et rendez-vous dans les magasins Sorepco. Merci Constilamine, merci avec ce moment de vente, merci pour vous et merci à vous. Le plaisir sera renouvelé certainement dans d'autres éditions et vous nous reviendrez avec encore plus de produits à vendre pour nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Allez, retour dans un instant, madame, monsieur, sur 10-12 le Zénith. Et surtout, allons savoir ce que la toile nous présente ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce qui a fait la une? On en reparle ce matin avec vous, Karine Sontia. Oui, on commence d'abord par le sujet portant sur la révocation du docteur Sango Martin D du corps des personnels d'enseignants supérieurs, les motifs, notamment tentative d'obstruction au déroulement harmonieux des examens de rattrapage organisés dans la dite faculté durant l'année académique 2018-2019 et récidive dans ces agissements de nature à empêcher le fonctionnement normal et régulier de l'institution universitaire. C'était le décret du président de la République signé hier. Et sur la toile, les commentaires vont dans tous les sens. Il y en a qui pensent que est-ce que c'est le président de la République qui devrait signer des décrets révoquant du personnel universitaire? Est-ce que le ministre de l'enseignement supérieur ne peut pas le faire? Y a-t-il pas un recteur dans cette université? Voilà un peu ce qui se passe. Et que dit la loi à propos, Mourou Bengan? Vous avez une idée au moins? Non. La loi dit que lorsqu'un enseignant est dans cette situation, il y a un conseil d'établissement, un conseil de discipline, et après, au niveau de l'établissement, après on va au ministère, près du ministère des enseignements supérieurs, et quand c'est récidif, c'est à ce moment que, du moins, sa révocation vient du ministère, de son ministère de tutelle. Donc, je ne sais pas si cette procédure-là a tout été suivie ou pas. Mais quand même arriver au niveau du chef de l'État, c'est assez compliqué parce que
En dernier ressort, moi je pense que nous pensons quand même que le recteur, y compris le ministère de l'enseignement supérieur, pouvait s'en charger au plus tôt et résoudre rapidement cette situation qui se complique pour cet enseignant. Non, c'est vrai, comparaison n'est pas raison. Vous savez, dernièrement, l'avocat Bombala, bon, pour les choses, il y a des, comment je vais dire, c'est qu'il y a des implications politiciennes dans ce qui est considéré comme le socle de la science. Et ça va embêter davantage, ça va beaucoup embêter. Ça a existé depuis l'université fédérale jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, le milieu universitaire dans notre pays a toujours été politisé, mais on ne veut pas le savoir. Donc, il y a une répression, d'abord intellectuelle, et ainsi de suite, qui s'abat sur le corps enseignant au niveau de l'université. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence, c'est depuis la nuit des temps. Et maintenant, avec la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, on fait comme si le politique ne voudrait plus que le milieu universitaire se lance dans la science, dans la recherche. Donc vous êtes étiqueté, et l'époque il y avait, on vous disait même que les murs ont les oreilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enseignant pouvait se retrouver avec son collègue, là il discute d'un problème, peut-être les mémoires ou les thèses des enfants, ou même les cours, le contenu des cours. Le lendemain, c'est le CNR qui vient vous prendre, la police politique qui vient vous prendre. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, on vous amène à des endroits sordides. Donc, aujourd'hui, ça devient plus tout à fait de cette manière, mais on procède par d'autres répressions. Très bien. D'autres répressions, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ceci, vous êtes plutôt obligé de faire ceci. Donc, en fait, on vous transforme en répétiteur de politique au lieu de concevoir et de dire la science. Malheureusement. Merci Mbon Bengan. Karine Santia, autre sujet pour nous ce matin. Oui, ce deuxième sujet concerne notamment Cabral Libby qui a pris la parole hier à l'Assemblée nationale et il a posé un certain nombre de questions au ministre de la Faune et de la Flore qui présentait le projet de la Faune et de la Flore. Ministre de la Forêt, de la Faune et de la Flore qui présentait le projet de cette protection des gorilles avec ces constructions qui allaient être faites notamment. Les questions sont les suivantes. Où en sommes-nous avec les lions en divagation dans le Mbamekime? Comment voulez-vous qu'on vous autorise à ratifier un traité de protection de gorilles et de son habitat alors qu'au même moment, vous nous informez de l'intention de détruire l'habitat du gorille en délivrant des titres d'exploitation dont on sait bien, pour les raisons évoquées et d'autres, qu'ils sont sujets des anarchies et des dérives. Comment est-ce que les forêts et la faune, qui sont troisième contributeurs dans le budget de l'État hors pétrole, et que votre enveloppe budgétaire soit 25e et votre administration aussi indigente. Budget 17 milliards de francs CFA, mais la forêt produit 13 milliards de recettes depuis. La recette a produit 13 milliards de francs CFA au 30 mai 2020. Une autre question aussi pertinente, pourquoi le gouvernement fait-il le choix manifeste depuis des années de vampiriser les ressources naturelles, forestières et fauniques en se contentant comme Sansu de vendre sans investir dans la protection et sa régénération pour la génération future? Des questions importantes qui ont été posées, mais certainement qui méritent aussi des réponses pour Cabral Libby et lui qui est député de la Nation, qui en ce moment siège également parmi les 180 au Palais de Congrès de Yaoundé. Des interrogations quand même qui sont assez importantes aujourd'hui, Charlemagne Batiou. On est quand même en train de se demander, ne serait-ce que le bilan ou encore le rapport, si vous voulez, donner des réponses aux questions posées en ce qui concerne ces lions qui ont été en divagation dans le Mbamekime. Jusqu'à présent, on n'a rien de population et on vous dit, vous pouvez vivre avec ces lions-là. Est-ce que c'est raisonnable? Alors, je pense que ces différentes questions sont fondées dans ce sens que c'est les mêmes interrogations que le peuple se pose. À la différence que, pourquoi poser la question de la ratification de cette convention qui date de 13 ans? Pourquoi avoir attendu de 2007 à 2020, comme lui-même a dit l'honorable Cabral Libby? Ça fait 13 ans qu'on a posé qu'il fallait se ratifier, on n'a pas ratifié. Quelle était la nécessité? Premier point. Pourquoi soulever la question de la protection de l'habitat
des gorilles, au moment où même les hommes ne peuvent pas, on ne protège pas l'environnement et l'habitat des hommes, des êtres humains. Premièrement, regardez, quand il pleut à Douala... Petite virgule, il faut quand même vous rassurer qu'il y a des fonds, il y a des aides qui sont en train d'être mobilisées en ce moment et qui seront envoyées aux pays africains, notamment pour ceux-là qui abritent, n'est-ce pas, ces gorilles, notamment au Cameroun, avec la frontière, pour la frontière qui est entre le Cameroun et le Nigeria. Monsieur Michel Ngacho, ces Blancs ont détruit leur forêt. Ces Blancs ont détruit leur environnement. D'où vient-il qu'ils vont venir nous donner des leçons? Oui, mais en temps, il faut savoir qu'il ratifie, il travaille sur ce texte-là maintenant. Parce qu'il faut attendre ces fonds. Oui, on connaît. C'est justement pour ça. Je ne vais pas suivre, je ne vais pas faire le suivisme de ces gens qui passent le temps à ne vivre que des subventions et des projets, d'être sous perfusion des administrations extérieures en détournant cet argent. Je ne vais pas vivre là, mais je me pose les bonnes questions. Pourquoi on n'a pas soulevé la question de l'habitat au Cameroun? On attendait le code de l'habitat. Le code de l'habitat sous le ministre Jean-Claude Mouenchou, a été mis sur pied, le code de l'habitat. Pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas le code de l'habitat? Quand il pleut au Cameroun, monsieur Michel Ngacho, ici à Douala, le ciel s'obscurcit même. Vous entendez à la bureau, boss, il faut que je rentre. Parce que si la pluie, si mon coin, je ne vais plus entrer chez moi. Vous avez des gens qui, lorsqu'il pleut, il est au téléphone. Allô? Oui, tu as soulevé le lit. Oui, tu as déjà tiré le marmite. Oui, soulève tout. Parce que la pluie, là, ça va être mauvaise. Voilà comment on vit au Cameroun. Les députés ne sont jamais penchés sur la question. On ne s'est jamais penché sur la question de la forêt. Voilà la forêt des bords. C'est Karine Sontia qui a soulevé ce sujet face à la colère de Dominique Audrey qui s'était fâché sur ce plateau. 65 000 hectares. On a donné des titres d'exploitation. C'est le même ministre qui donne des titres d'exploitation. Et un député soutient ça. Alors, posez-vous la question. En fait, le député s'est levé aujourd'hui et demande simplement à ce que les comptes lui soient... Que les comptes soient faits autour de ce projet. Donc, voilà. C'est quel environnement donc on veut protéger pour le gorille quand on a donné un titre d'exploitation de 65 000 hectares? Les gorilles vont aller où? Les gorilles vont aller où? C'est leur habitat naturel. Donc, monsieur Michel Ngacho, il faut se rendre compte que le ministère même de la faune et de la forêt, à ce niveau, a 2 avions. A 2 avions pour surveiller la forêt, monsieur Michel Ngacho, et lutter contre le braconnage. Mais ces avions étaient réquisitionnés par l'armée. Tous les ministres fermés. Franchement, pourquoi le dire maintenant? Parce que les avions, enfin, si vous dites que les avions, il y en a, et réquisitionnés par c'est les avions du ministère de la faune de la forêt pour surveiller la forêt, monsieur Michel Ngacho. Ils doivent survoler toute la forêt, contrôler, est-ce qu'il y a des exploitations abusives, est-ce qu'il y a... Ces 2 avions qui sont du ministère de la faune de la forêt, monsieur Michel Ngacho. C'est à la disposition. Donc on ne contrôle plus la forêt. On ne contrôle plus la forêt. Tous les ministres qui arrivent sont des ministres qui mangent le nam ou la pâte d'arachide. Parce que quand vous mangez la pâte d'arachide, vous ne parlez plus. C'est ça qu'on vole le porc. On met la pâte d'arachide dans la bouche du porc, il ne parle pas. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'on ne se soucie pas, monsieur Michel Ngacho, de l'habitat des hommes? On peut se soucier de l'habitat des gorilles. Allez, Dominique Audrey également, ce sujet fait parler tout le monde. Aujourd'hui, Cabral Libye semble avoir saisi le taureau par les cornes, mais est-ce qu'il peut avoir gain de cause? Est-ce qu'il peut sortir de cette 10e législature avec des questions ou des réponses évidentes? Votre avis? On ne peut pas savoir. Vous y croyez? On va devoir attendre les réponses qui vont lui être opposées par rapport à ces questions. Sur la question des lions, on en a tellement parlé et encore parlé. Je crois qu'on attend qu'ils mangent d'abord, qu'ils bouffent d'abord des gens. Et là, il y aura des réactions. C'est comme ça qu'on fonctionne. Heureusement qu'ils n'ont bouffé jusqu'ici que des bœufs, hein, il faut bien dire. Pour le moment, oui. On a dit que les propriétaires de ces bœufs. Faites attention. Je dis, mais heureusement. Faites attention comment vous vous déplacez. Ne sortez pas à tel moment. Pendant les pluies, ça fait comme ça, machin, ceci. Mais on devrait déjà être habitué. Moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Mbachou. Hein. On ne peut pas parler des gorilles aujourd'hui quand les populations sont à mal. Si on rase les 65 000 hectares, on va commencer à côtoyer ces gorilles-là dans nos villes, malheureusement. Et c'est triste que les représentants, les élites de ces localités-là ne soient pas au devant de la scène pour pouvoir défendre ce qui revient à les populations qui l'ont élu, entre guillemets. On ne les voit pas. Ils ne se prononcent pas. Au contraire, vous avez dit qu'ils ont dit qu'on doit faire comment ce député-là. Être vigilant. Voilà, il faut être vigilant. Être vigilant. Tout simplement.
Allez, on va... Monsieur Michel, il faut dire que lorsque vous parcourez, Monsieur Michel Ngachou, lorsque vous parcourez l'article 39... Oui, c'est parce qu'elle m'a mis dans la tête Samuel Mott. Lorsque vous parcourez l'article 39, je pense bien, de la Constitution au sujet de l'Assemblée, vous vous rendez compte que la conférence des présidents, pendant la conférence des présidents des commissions, est tenu d'être présent un membre du gouvernement. Le membre du gouvernement fixe l'ordre du jour et les priorités par lesquelles elles seront traitées. Donc vous vous rendez compte qu'à l'Assemblée nationale, c'est le membre du gouvernement qui est envoyé par le gouvernement qui décide des sujets, de l'orientation et de la priorité des sujets. Donc, comme vous dites que le Parlement ne nous sert à rien, les parlementaires ne peuvent pas décider ce qui est bien pour ce pays. Alors, l'article 39, alinéa 1. Article 39, alinéa 1 et 2 de la Constitution. De la Constitution. Oui, prévoit que il faut qu'un membre du gouvernement soit présent. C'est lui qui ordonne, qui gère cette conférence et il définit les priorités. Donc tout ce que vous avez vu comme arrêté, c'est le membre du gouvernement qui est venu avec les chemises et qui a déposé pour qu'enfin on puisse débattre. Ce n'est pas les membres, ce n'est pas les gars. Bravo le Cameroun. Bravo le Cameroun. On va justement dire que en ce moment effectivement, toujours à l'Assemblée, enfin, si vous voulez, en Konyada, dans la commune de Konyada au Palais de Congrès, il y a également la ministre de la Femme, la promotion de la femme et de la famille. Le code de la famille. Sur la question du code de la famille, qui était incapable de donner des réponses évidentes aux députés. Et vous dit aujourd'hui... Le statut même, c'est que le projet du code de la famille, on lui demande exactement où en est-on aujourd'hui. Non, elle a travaillé sur le statut de la femme. Elle était honnête en vous disant que vraiment, il faut demander au ministère de la Justice. Ça fait 20 ans qu'on attend ce code. 20 ans. Ah, franchement. Mon Bengan, le Cameroun n'est-il pas beau à vivre? Mais absolument. Non, si nous sommes nés ici, la nature a voulu ainsi, ça veut dire que le travail qu'il y a à faire pour le Cameroun, c'est nous qui devons le faire. Donc, c'est beau à vivre. C'est beau à vivre. Nous avons du pain sur la planche, nous devons travailler pour cela. Absolument. Très bien. Karine Santia, autre sujet avec vous ce matin. C'est le dernier? Ah, c'est le dernier sujet. Ah, c'est gentil. Merci de rester avec nous, madame, messieurs, sur les antennes Equinox Télévision. On va également poursuivre en vous rappelant quand même qu'aujourd'hui, l'une des crises qui fait 4 ans au Cameroun, c'est la crise dans le Nozo. La crise dans le Nozo, en ce moment, connaît environ, on va dire, plus de 300 000, plus de 3 000 morts, effectivement, sur la question. 3 000 morts, 600 000 déplacés et 70 000 réfugiés au Nigeria. Aujourd'hui, il est quand même fort de comprendre que l'Organisation des Nations Unies s'est réunie, on nous le disait à l'entame, pour statuer sur le cas Cameroun aujourd'hui et donnant un dernier ultimatum au Cameroun de trouver des résolutions à la crise anglophone. La question est posée ce matin. Ultimatum à qui? Aux Camerounais ou ultimatum à ceux-mêmes qui sont à l'origine de cette guerre aujourd'hui, entre autres les Nations Unies? Bon Bengan, n'est-ce pas cruel? Est-ce qu'on est en train d'évoluer justement dans ce qu'on a baptisé le partage du gâteau africain avec Otto von Bismarck qui se poursuit et aujourd'hui il y a encore des batailles sur les mêmes terres qui se sont partagées jusqu'à présent? Oui, absolument. La bataille, en fait, il faut savoir, c'est ce que nous disons quand Charles Lamel et moi, nous voulons qu'on revienne aux fondamentaux de la société africaine et au lieu de gérer les conséquences. Un enfant qui a tel comportement, qui a ceci, vraiment le monde évolue, alors qu'on sait bien que le monde n'évolue pas, mais ça change. C'est revenir aux fondamentaux et de savoir, le combattant Bouamasso aime dire les débats qui valent la peine. Quels sont les débats qui valent la peine aujourd'hui pour le continent africain? Le premier, c'est de savoir détecter nos ennemis et de les prendre comme tels. Les termes du genre partenaire au développement, nos amis séculaires, nous sommes ça, c'est des faux termes. Parce que vous avez vu seulement le comportement de l'Occident. Lorsque Sarkozy leur a dit Kadhafi est un dictateur, il faut l'abattre. Eux qui ont des enquêtes, des droits de l'homme, leur dignité humaine, alors que le même Kadhafi venait d'être reçu par le même Sarkozy. Vous avez vu. Et les Africains sont restés calmes. Ils étaient en réunion d'ailleurs, les chefs d'État étaient en réunion en Guinée équatoriale
personne n'a osé lever la voix. Donc aujourd'hui, on doit savoir que ce qui nous tue, c'est l'hospitalité africaine. Merci. Il faut savoir donc détecter nos ennemis et les traiter comme tels. C'est-à-dire qu'on doit faire deux choses fondamentales. La première, avoir un seul ministère des Affaires étrangères et avoir un seul ministère de la Défense ou de l'armée panafricaine. Et pour sortir, mon Bengan, est-ce qu'aujourd'hui, la crise anglophone, on peut avoir ne serait-ce que quelques leviers sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui pour que la paix soit retrouvée dans la zone anglophone? Est-ce qu'il ne serait pas important de dire aux Camerounais, nos frères Camerounais qui sont à Bamenda et Bouya, que la guerre, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, ce sont des gens qui nous poussent à faire la guerre, une guerre qui n'existe pas entre nous parce que nous sommes frères. Mais maintenant, des leviers politiques, je vais même dire, en interne et même à l'international, pour pouvoir en sortir. Vous avez Oui, donc, quelques le premier, le chef de l'État peut décider un cessez-le-feu unilatéral. On ne demande pas, l'armée ne peut pas désarmer, ça ce n'est pas ce qu'on dit. Mais il connaît le problème. Il fait deux choses au même moment. Il prend un gars comme David Aboué-Machoyi et il peut adjoindre Dorothée Ndiema ou Christian Toumi pour aller rencontrer ces gars. On sait les Chouayaba et tout, on sait où ils sont. Et l'autre est détenu à Yaoundé, Sissou Kwayouktabe. Oui. Voilà, et au même moment, on mène les deux opérations au même moment. Donc parce que c'est les pourparlers. Oui, tout à fait, les pourparlers doivent être, comment je vais dire ça, il prend l'engagement de les tenir en compte, de les tenir compte de ces pourparlers. Mais quand il a dit, il va faire la guerre contre les sécessionnistes, personne ne veut perdre un seul centimètre carré de notre pays, nous sommes contre la sécession. Mais on va peut-être faire taire les compatriotes anglophones par une guerre, mais le problème reviendra. Le problème reviendra en ce sens qu'il y aura toujours des revendications qui vont venir, donc ce sera une partage qu'on va se partager entre mains. Il faut justement que il faut une solution politique parce qu'en fait, il faut reconnaître que ces deux États, qu'on ne nous trompe pas, la résolution 1608 d'avril 61 le dit clairement. Comment deux États peuvent aller ensemble, et en plus c'est là où les Nations Unies ont créé deux États, au lieu de faire une résolution pour dire que les deux États que nous avons créés au Cameroun, nous les rassemblons aujourd'hui, nous les réunifions. Il dit, mais faites vous-même, c'est même d'ailleurs les mêmes Nations Unies qui sont venus organiser ce qu'ils ont appelé référendum. Quels sont ceux qui veulent aller au Nigeria? Quels sont ceux qui veulent rester au Cameroun? C'est là où on a faussé le débat. Très bien. Bon, vraiment, merci beaucoup pour cet éclairage ce matin. Mais on va rappeler à nos frères qui sont dans la zone anglophone, s'il vous plaît, arrêtez cette guerre qui ne nous sert pas. Arrêtez ces collègues qui ne nous servent pas. Sachez également que derrière vous, il y a une manipulation qui dure depuis la SDN, la Société des Nations. Et il va falloir que nous ouvrons les yeux aujourd'hui et que nous arrêtons justement de faire un combat ou une lutte qui ne nous servira jamais. On va également saluer l'armée du Cameroun. Et nous allons inviter l'armée à tout faire pour éviter justement qu'il y ait de nouvelles bavures et demander à Paul Biya, chef de l'État du Cameroun, de prendre ses responsabilités et de maintenir une paix importante dans les zones anglophones. Merci Charles Amembatou, merci Bon Bengan, merci Karine Santia et Dominique Audrey. Merci à vous. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h, madame, messieurs, avec le même plaisir. Restez sur Equinox Télévision et la suite de ces programmes.